Discussion naïve, c'est un podcast produit par la Télé du Haut-du-Lac où se retrouvent Vanessa Girard et Christian Laprise pour parler sans prétention de sujets variés. Chaque épisode est guidé par un thème et chacun s'engage à préparer une chronique en lien avec celui-ci, en plus d'en préparer une dont le sujet sera imposé par l'autre. Bonne écoute! Bienvenue au tout premier épisode de Discussion naïve! Ouais! On est bien énervé de faire ça. On est vraiment énervé. On est content de vous présenter notre concept. Oui. Faut dire qu'on va se présenter. Aussi, on va prendre le temps de faire connaissance avec vous autres. Faudrait bien parce que les gens ne nous connaissent pas. Peut-être que vous ne nous connaissez pas. Peut-être que vous nous connaissez un peu. Si vous venez de Dolbeau, ça se peut que vous nous ayez vus. Ça se peut. Si vous êtes Deux des habitants de même, si vous êtes des habitants du nord du lac, ça se peut que vous nous connaissiez. Alors, Discussion naïve, c'est une rencontre entre Christian Laprise. Allô. Et Vanessa Girard. Bonjour. Alors, on est dans la vie deux amis. Oui, deux amis. Une amitié peut-être atypique, vu notre différence d'âge. Ah, OK, c'est là que tu vas. Oui, atypique à cause de la différence d'âge. Évidemment, je sais pas. Nous venons de deux générations différentes, effectivement. Oui, je suis début trentaine. Et je suis très début cinquantaine. Faut le préciser. Oui, ça vient juste d'arriver. Là. Une personne presque âgée. Presque. J'ai pas ma carte encore, mais ça s'en vient. Donc, on a quand même quelques années de différence. Oui. Un homme, une femme, des situations familiales différentes, mais on s'est retrouvés grâce à nos points communs. Oui, qui sont l'improvisation. L'impro, oui. en premier lieu. En premier lieu. Ça fait 5 ans qu'on se connaît quand même. Ben, presque, ça fait... ça va faire 6, là. Ouais, 6, 7, là. 6, 5, 6, 7. Attends. 7, 8. Non, je sais Non, plus. je suis arrivé dans le Haut-du-Lac à l'automne 2015. Fait que, d'abord, ça a c'est fait 5 ans. Donc, ça on a s'en fait va 5 sur nos ans. 6. On s'en va sur nos 6. On est dans nos noces de bout de chandelle, probablement. De bout de chandelle. J'imagine. De vieilles cires récupérées, probablement. Donc, c'est ça. Puis, en fait, le podcast, l'idée est venue de notre amitié et du fait qu'on aime bien jaser, on va se le dire. Oui, on aime bien ça jaser. On aime ça se voir pour jaser puis placoter de tout et de rien. Mm-hmm. D'où notre titre, Discussion naïve, parce que c'est ce qu'on s'est dit. On veut parler de tout et de rien, puis très, très amicalement et très, très sans prétention. Et voilà, sans prétention. D'où le naïf là, de notre titre. C'est que, naïvement, on va s'enligner dans toutes sortes de sujets. Et aussi, la petite particularité de notre podcast, c'est que à chaque épisode, on va se donner un thème. Oui. Et les chroniques qu'on va préparer vont tourner autour de ce thème-là. Oui, madame. Et deuxième particularité... on aura des défis. Voilà. Alors, à chaque semaine, on va se donner un défi de chronique pour essayer de déstabiliser un peu l'autre ou aller le faire aller dans une zone où il est moins à l'aise ou des choses qu'il connaît moins, mais pour nous informer sur ça, toujours un peu en lien avec notre thème aussi. Des liens parfois un peu boiteux, mais qui très vont large. Rejoindre notre thème. Et d'abord, on peut peut-être présenter notre thème de notre première émission. Oui, alors cette semaine, on a décidé, comme c'était la première et comme on est des bons amis, de parler d'amitié. Alors, c'est le thème de l'amitié cette semaine. Voilà, l'amitié. Quel beau thème pour commencer. Et on va pouvoir un peu se raconter à travers ce thème-là. Oui. Et on a chacun préparé une chronique par rapport à ça. Oui. Et la semaine passée, on s'est chacun donné une chronique imposée, sur un sujet choisi pour l'autre. Oui. Est-ce qu'on les présente? On va le dire. Je pense qu'on va dire au moins le thème, là, puis après ça, le sujet. Puis après ça, les gens vont avoir hâte d'écouter jusqu'à la fin. Ah, c'est sûr. Ben, vas-y, dis de quoi tu me forçais de parler cette semaine. Moi, quand je réfléchissais au thème de l'amitié, m'est venu pas beaucoup d'idées. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai pensé à une discipline que je trouve qui représente quand même bien une certaine forme d'amitié pour des fois des personnes qui peuvent être seules. Alors, j'ai demandé à Vanessa de me parler de danse en ligne. Ouais, la danse en ligne. Je me suis clenché ça, moi, cette semaine. Des vidéos et plein d'affaires sur la danse en ligne que je vais vous présenter un petit peu plus tard dans l'émission. Et moi, pour Christian, j'ai voulu un peu, j'avoue, le sortir de sa zone de confort.
J'ai cherché qu'est-ce que je pourrais lui demander de préparer qui serait le fun, qui pourrait lui être un beau défi. Et j'ai choisi de te demander de nous préparer une chronique sur le rap québécois. Oh oui, le fameux rap québécois. Le rap keb. Le rap keb, je vais le dire tantôt, là, mais c'est le rap keb, effectivement. Mais, je t'ai demandé ça parce que oui, je savais que ça allait te sortir un peu de ta zone de confort, mais aussi parce que je trouvais que ça avait un bon lien avec l'amitié. Tu sais, souvent, dans la musique rap en général, pas juste au Québec, on va voir beaucoup de feats, des chansons un avec l'autre. Il y a beaucoup de gens, c'est des groupes. C'est rassembleur. Oui, effectivement. Fait que j'ai choisi ça pour toi, donc on en parlera plus tard dans l'émission. Oui, parce que moi, je pensais que tu l'avais choisi, parce qu'à chaque fois que j'entends du rap et que tu es là, je dis toujours la même chose. Mon Dieu, il y en a trop, du rap. Mais oui. Bon, on verra tantôt dans ma chronique. Je sais que t'es pas le... En tout cas, que tu n'étais pas le plus grand fan de rap. Peut-être que ça a changé. Tu nous en parleras tantôt. Je vais te parler de ça tantôt. Et là, à travers tout ça, l'amitié nous a inspiré à chacun une chronique qu'on a choisi de préparer. Oui, effectivement. Chacun de notre côté. Et par exemple, avant de se lancer vraiment là-dedans, j'aimerais peut-être qu'on détaille un peu plus qu'est-ce qu'on fait dans la vie aussi. Ça pourrait peut-être être le fun pour nos auditeurs qui ne nous connaissent pas du tout. Ben oui. Alors moi, je suis journaliste à la télé du Haut-du-Lac, qui est une télévision communautaire. Et d'ailleurs, on se retrouve en ce moment dans un studio de la télé du Haut-du-Lac. Et on les remercie d'ailleurs pour leur belle collaboration. Parce que ça faisait longtemps qu'on avait envie de faire un podcast. Ben ça fait quand même plusieurs mois qu'on a parlé, qu'on a comme réfléchi, qu'on avait des idées, puis qu'on disait, peut-être. Avec la situation actuelle, avec la pandémie et tout ça, ben là, il y a plein de choses qui avancent, d'autres moins vite, d'autres plus vite. Donc, ça a fait en sorte que, tranquillement, pas vite, notre idée a fait du chemin. Mais effectivement, là, on est arrivé à ça. À la concrétisation. C'est ça. On concrétise ce soir notre premier épisode. Voilà. Alors, j'ai début trentaine, je l'ai dit tantôt. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant. Je suis dans le Haut-du-Lac depuis maintenant 5 ans. J'ai habité quand même plusieurs régions du Québec. J'aurai l'occasion sûrement de vous en parler au courant de nos épisodes. Donc, voilà, je pense que ça me représente quand même bien. Je tripe sur l'impro. Je fais aussi plein d'affaires. J'aime la musique, j'aime chanter, j'aime tricoter, faire du bricot, plein d'affaires. Et puis moi, ben écoute, je suis la partie sérieuse du podcast et de notre duo, oui. Hein, évidemment. Le straight man. Le straight man, mais non. Alors, du haut de ma nouvelle cinquantaine, moi, je suis un gestionnaire dans un hôpital au CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est mon côté pas givré. Et ici, au podcast, j'essaie de faire sortir mon côté un peu plus givré. Et c'est ça, dans la vie, ben je fais beaucoup de choses. Je fais de l'animation, je fais un paquet d'affaires, je fais de l'impro, je fais du théâtre, je fais de la musique. Je ne suis pas célibataire. J'ai 3 enfants, 3 merveilleuses filles qui sont très grandes et qui sont presque plus à la maison parce qu'il m'en reste juste une qui va partir bientôt. On la salue d'ailleurs. On la salue d'ailleurs. Donc, et puis, c'est ça. Alors, c'est comme ça qu'on s'est connus dans l'improvisoire. C'est là qu'on s'est connus, qu'on a développé cette belle amitié, cette belle chimie. Parce que Vanessa est une fille qui me fait rire énormément. Je le dis régulièrement à qui veut bien l'entendre, mais c'est une fille qui me fait rire. Et elle va des fois et souvent à des places que moi, je n'ose pas aller. Alors, ça me fait doublement rire parce qu'elle y va. Et ça, je trouve ça très beau. Ah, merci, c'est vraiment fin. Mais toi aussi, tu me fais rire, vraiment. Puis quand je suis arrivée à l'impro à Dolbeau, toi, j'imagine ça fait plusieurs années que tu fais de l'impro quand même. Moi, j'ai commencé au début de la LID, la Ligue d'improvisation d'Olmissoise. Donc, la première année, puis je pense que ça fait 10 ans. Je l'avais fait avant, quand j'étais une jeune personne au secondaire, un petit peu au cégep. J'ai eu un grand passage à vide et j'ai repris avec la LID il y a 10 ans maintenant. Ben c'est ça. Puis moi, j'avais 2 ans d'expérience en impro dans le temps que j'habitais à Sept-Îles. Et sinon, pas plus que ça. Puis là, ça faisait 1 an que j'en avais pas fait. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a craqué à aller faire de l'impro à Dolbeau. J'habitais à Saint-Félicien dans ce temps-là. C'est quand même une demi-heure de route. Mais j'ai dit, j'y vais, je m'ennuie de l'impro. Puis ça m'avait quand même surpris à quel point la ligue était variée. Tu sais, on est du monde de plein d'âges. Tu vois pas ça quand même partout. Ouais, non, souvent, les ligues, c'est soit dans des écoles, tu sais, même dans des universités ou, je sais pas, c'est un groupe plus homogène. Là, on était plein de monde de plein d'âges différents. Puis j'avais trouvé ça vraiment trippant. Puis j'avais trouvé tellement fin. Moi, j'étais vraiment stressée, là, pas très à l'aise avec tous les autres nouveaux. Puis t'avais mis tout le monde à l'aise. Puis depuis ce temps-là, t'es mon best. T'es mon best. Arrête donc! Bon, sur cette belle déclaration Ben oui, là, d'amitié. c'est assez, les gens. Ils veulent ça, en tout cas, hein? Ils vont être tannés. Ils vont être tannés de nous entendre se tirer les fleurs. Bon, attendez, le pot s'en vient. Ça s'en vient. On va aller dans le vif du sujet, si tu Yes, veux bien on s'en maintenant. va dans le vif du sujet. On commence ça.
Fait que moi, ma chronique que j'ai préparée pour sous le thème de l'amitié, là, on peut broder autour de ce thème-là de mille et une façons. Mais moi, je suis allée avec la télévision. Oh. Je t'explique un peu, c'est que je suis une grande consommatrice de télé. Que ce soit les séries Netflix ou les vieilles séries québécoises. En fait, je suis très, très fan de télévision et de cinéma québécois particulièrement. Même les affaires mauvaises. D'ailleurs, surtout les affaires mauvaises. C'est important. C'est important de voir des choses mauvaises de temps en temps pour mieux apprécier ce qui est bon. Non, mais grande amatrice de kitsch, là. Tu sais, genre, j'ai vu Le Temps d'une paix au complet, je ne sais plus combien de fois. D'ailleurs, dans le premier confinement, je pense que tu aurais écouté beaucoup de choses. Oui, tout à fait. Je me suis bien gâtée parce qu'on trouve beaucoup de choses sur Internet maintenant, sur YouTube, entre autres. Je vais en parler pendant ma chronique. Mais là, je suis allée chercher dans notre télévision québécoise des séries où on parle d'amitié. Puis il y en a quand même beaucoup. Bon, le sujet numéro 1, c'est souvent l'amour là, dans les séries, mais on va aussi souvent connaître des types d'amitié différents. Puis c'est un peu ça que je suis allée chercher. Donc, premièrement, je voulais te parler de la première émission qui m'est venue en tête en parlant d'amitié à la télévision. C'est l'émission Les Invincibles. As-tu déjà écouté ça? Hey, j'ai pas écouté Les Invincibles, moi. Je dois être à peu près un des rares qui n'a pas vu Les Invincibles. Ben, tu manques quelque chose. Je t'invite à le regarder. C'est gratuit sur tout.tv. Si tu cherches quelque chose à écouter prochainement, moi, ça m'avait marqué. Ça a marqué, je pense, un peu ma génération. C'est un peu une série culte pour les gens de mon âge. C'est peut-être pour ça qu'ils n'étaient pas vu ça. Non, je t'agace. Oui, parce que moi, j'ai écouté Le Temps d'une paix, Symphorien, des affaires comme ça. Oui, c'est ça, bien sûr. Non, mais Les Invincibles, c'est l'histoire de 4 gars. Puis c'est 4 gars qui jouaient peut-être dans les premières fois ensemble, mais qu'on va avoir vu ensuite à la télévision ensemble souvent. François Letourneau, qui est l'auteur d'ailleurs de la série, Patrice Robitaille, Rémi-Pierre Paquin et Pierre-François Legendre. C'est un peu ça, je pense, qui nous a fait connaître ces gars-là. Hein, parce que je pense qu'avant, on les voyait moins, mais là, c'est vraiment l'émission qui les a mis un peu plus en évidence. Tout à fait. Même eux étaient un peu surpris du grand succès de cette série-là, qui ont eu de la misère à produire, qui ont présenté à toutes sortes de postes de télévision. Ça a atterri à Radio-Canada et ça a joué ça en 2005, à partir de 2005 jusqu'à 2009. Donc, il faut reculer quand même de quelques années. Là, si on regarde cette émission-là, il faut le regarder avec un regard de 2005, là, parce que c'est sûr qu'il y a des sujets qui sont traités des fois un peu de manière qui passerait moins bien aujourd'hui. Ça se peut, ça. Oui, ça nous a quand même fait rencontrer ces 4 gars-là et on suit l'histoire des 4 gars. On suit aussi l'histoire de 4 super-héros. Parce que Carlos Fréchette, qui est joué par Pierre-François Legendre, dessine des BD comme passe-temps dans l'émission et il s'amuse à créer ses amis en super-héros qui sont contre les filles de l'émission, qui sont les vilaines, si tu veux, de la BD. Donc, on suit un peu les deux en parallèle. Juste là, je pense que je vais aller l'écouter. Ouais, Juste ça me tente. Mais je pense que tu aimerais ça. Probablement. Et donc, on commence l'émission, en fait, le premier épisode, la première saison, en fait, les gars font un pacte ensemble pour laisser leur blonde. Et pour retrouver un peu leur vingtaine, leur amitié d'antan et profiter de la vie. C'est un peu ça comme ça qu'ils le présentent. Et il y a un des gars qui ne le fera pas et qui Évidemment. va faire semblant à ses chums qui le fait. Il y en a toujours un qui choke. Et moi, je trouve que dans cette émission-là, les gars, des fois, on les haït. Okay? Ils sont taillissables, ils sont pas fins avec le blonde, ils sont égoïstes, mais ça nous fait aussi les aimer. OK? On va vraiment aimer les défauts de ces gens-là, qui en font des gens vrais, en fait, et qui vont vivre tout... c'est presque dramatique. C'est drôle, mais il y a aussi un côté très dramatique à leur histoire, là, surtout dans la dernière saison. Puis au final, je ne vais pas te vendre le punch. Mais non, vends-moi pas tout. Ils ne seront pas des meilleurs amis tout au long de la série. Ils vont vivre toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions, puis ils vont grandir, ils vont changer à travers ça. Puis ça va nous faire les apprécier encore plus, je pense. Puis on voit dans cette émission-là aussi l'amitié des filles qui vont se rallier un peu contre les gars aussi au travers de l'émission. Fait on voit vraiment une tangente gars contre fille dans cette émission-là. Vraiment la dualité des deux. La dualité des deux. Fait qu'on voit l'amitié un peu en deux temps, mais je trouve ça très intéressant. Je trouve ça le fun comment ils ont abordé ça. L'aspect social un peu de cette émission-là, si tu veux. Et dans le même ordre d'idées, je suis allée aussi pour aller chercher une autre émission, mais plus avec une gang de filles. Fait que j'ai choisi l'émission La Galère. Ah, évidemment, La Galère. Un classique. Un classique que je n'ai pas plus vu. Bon, évidemment. La Galère qui a été diffusée à partir de 2007, ça aussi c'est à Radio-Canada, qui a été écrite par René-Claude Brazeau, qui est une fille avec une personnalité très, très colorée.
Oui, qu'on effectivement. retrouve dans ces personnages aussi. Ça nous a fait connaître Hélène Florent, Anne Casabonne, Brigitte Lafleur et Geneviève Rochette, peut-être dans des rôles différents de ce qu'on était habitué de les voir. Il y en a aussi là-dedans qu'on n'avait pas vu encore beaucoup. Brigitte Lafleur, c'est un peu là qu'on a commencé à la voir plus. Et cette émission-là m'a vraiment marquée parce que moi, j'ai des amis de filles, tu sais, vraiment, où on est vraiment proches. On est amis depuis presque 15 ans maintenant. C'est des filles que je vois pas souvent, mais à qui je parle tous les jours, par exemple, via les médias sociaux. Puis nous autres, c'est un peu comme notre rêve de vivre comme dans la galère. Parce que je vous explique, dans la galère, les 4 filles qui ont des enfants, des chums et tout ça, des situations différentes, décident d'aller habiter ensemble dans une grande maison. Et leur rêve se réalise. Ils réussissent à trouver une maison et tout ça. Puis ils vivent là-dedans avec tous leurs enfants. Là, sont une quinzaine de personnes dans la maison. Les conjoints aussi. Les chums, non. Les chums sont pas là. Pas les chums. Juste les enfants puis les madames. Ben, je pense qu'au début de la série, ils sont célibataires ou sont divorcés. Il y en a une qui est en couple, qui veut pas aller habiter avec les filles, qui finit par y aller à la fin de la première saison. C'est des filles vraiment différentes, là, genre la fille avec plus de caractère, la fille un peu grano, la fille vraiment fleur bleue, puis la fille un peu plus straight. Puis on voit à quel point elles s'équilibrent bien, ces filles-là. Puis moi, ça me rappelle vraiment mes amis à moi. Je trouve aussi qu'on s'équilibre bien malgré nos personnalités très, très différentes. On a vécu un peu notre rêve quand on était au cégep parce qu'on habitait ensemble quand même pendant 2 ans et on ne s'est jamais chicané. Et on est fiers de le dire. C'est bon, ça. C'est bon, 5 filles quand même. Non, mais c'est bien. Même 5 gars ou 3 gars, 2 filles. Oui. 5 ans sans chicaner, c'est bon. C'est quand même 2 ans. 2 ans, excuse-moi. Il y avait des 5 trop là-dedans. Donc, je trouvais que pour l'amitié vraiment féminine, c'était une série fantastique, qui est le fun à suivre, qui a un beat vraiment différent de ce qu'on connaît d'habitude, même dans la comédie, dans la dramatique. C'est très bien balancé aussi. Donc, une belle série pour l'amitié féminine. Que je vais remettre moi aussi à ma liste de choses à écouter. C'est ça. Puis après ça, j'ai pensé à des émissions où on avait l'amitié mixte. L'amitié gars-fille. J'aurais pu te parler de La vie. J'aurais pu te parler de Tout sur moi. Mais je me suis penchée sur l'émission CA. Oh, oui, ça, je l'ai vu. Ah, ça, tu l'as vu. Oui, ça, je connais. CA de Louis Morissette, qui est dans la série aussi avec Antoine Bertrand, Isabelle Blais, Sophie Bourgeois. Et donc, 2 gars, 2 filles qui sont amis et qui se racontent toutes. Oui. Puis quand on dit toutes, c'est tout. On va vraiment les connaître de fond en comble. Eux autres vont souvent parler d'ailleurs de leur sexualité, de leur rencontre, de leur épanouissement sexuel. Ça va beaucoup tourner autour de ça. Chacun avec sa personnalité précise aussi. T'as le gars un peu douchebag, t'as le gars un peu loser qui a de la misère à rencontrer des filles. T'as la fille vraiment plus straight qui est en couple, qui va même avoir un enfant éventuellement. Puis t'as l'autre fille, jeune professionnelle, à la recherche du gars parfait, qui ne le trouve jamais, puis qui est tout le temps un peu dépendante affective, pognée dans plein d'histoires par rapport. Et ces beaux troublés-là forment le CA, qui est leur conseil d'administration, qui est un peu leur rencontre qu'ils font à chaque semaine pour se jaser de leurs affaires. Et là-dedans, on exclut encore une fois les conjoints. Oui, mais il y en a juste un. Il y en a juste un régulier, en fait. Il y en a d'autres. Il y en a un autre qui a plusieurs conquêtes, mais en tout cas, il y en a une qui a juste un conjoint vraiment régulier. Oui, le pauvre Martin qui comprend rien puis qui est tout le temps tassé des affaires, qui est joué par Alexandre Goyette. Alexandre Goyette, qui fait bien ça. Le petit roux, qui fait très bien ça. Ouais. Mais c'est ça, il est jamais dans l'histoire, lui. Fait que... quand il est là, c'est parce que c'est pas vraiment... c'est souvent contre son gré, ou il ne sait pas trop. C'est pas très à son avantage. Non, c'est rarement son avantage. Je trouve qu'on a bien exploité l'amitié gars-fille là-dedans, parce que même si, oui, des fois, il va y avoir des histoires qui vont se passer entre les 4. À un moment donné, il y a 2 personnages qui vont coucher ensemble. À un moment donné, il y en a un qui a un kick sur l'autre. Mais tout au courant de ces aventures-là, vont quand même rester proches, rester amis, continuer de tout se raconter. Puis aussi, ce que je trouve beau là-dedans, c'est qu'ils se mettent haut dans leur liste de priorités. Je t'explique, c'est que des amis, on en a plein. Mais on ne prend pas tout le temps de toutes les voir ou de tout aller leur parler. Non, ça, c'est vrai. Et là, eux autres se choisissent dans le sens qu'ils décident de prendre du temps dans leur vie pour se voir puis d'être importants les uns pour les autres, même dans l'âge adulte. Parce que quand on est ado, tu sais, nos amis, c'est tellement important. C'est la première chose, puis c'est la vie. Oui. Mais après ça, quand on grandit, des fois, tu sais... Ben, la vie fait en sorte qu'on est en couple, on a une famille, le travail, tout ça. Ce qui fait qu'à un moment donné, l'amitié ne veut pas... Les liens sont différents. Les liens sont différents. Mais là, dans cette série-là, ils font tout pour les garder, ces liens-là. Puis je trouvais ça beau. Je trouvais que c'était une belle série pour parler d'amitié.
Puis moi, ce que j'aime dans cette série-là, ce que j'adore, parce que je ne sais pas si tu allais en parler, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une espèce de concept que si, exemple, le personnage joué par Louis Morissette nous raconte que la veille, il a rencontré une femme, puis là, blablabla, puis bon, on a pris un verre, puis finalement, on s'est ramassé chez eux ou chez nous, peu importe. Bien, c'est que là, à un moment donné, dans l'histoire qu'il nous raconte, là, on le voit dans la scène ou avec la madame, mais les autres personnages sont là, comme autour de la table, parce qu'ils sont en train de prendre un verre de CA un jeudi soir au 5 à 7. Mais là, on les voit toutes. Et pendant que la scène se déroule, et là, lui, il raconte à eux autres, mais ça amène des moments que je trouve tellement cocasses et tellement drôles. Puis ça, j'avais vu ça dans la série Ally McBeal, moi, qui est une série américaine que j'ai écouté beaucoup à la fin des années 90, qui début est 2000. Avocate, là. Dans un bureau d'avocat. Ça se passe dans un bureau d'avocat avec Calixla Flocker. En tout cas, son nom n'est pas disable, mais elle était mariée avec Harrison Ford. Bien sûr. Mais bref, c'est la même chose. Et elle, à chaque fois, quand elle pensait quelque chose, souvent des choses, puis elle rencontre quelqu'un lui dit une affaire, puis qu'elle le trouve donc épais ou niaiseux, bien, est-ce qu'elle pensait, et on le voyait. Et ça, je trouvais ça fascinant. Moi, ça me faisait beaucoup rire. Puis je trouvais que dans CA, c'était un peu ça. Le même concept qui revenait un peu de dire, tu sais, bon, j'étais avec une fille, j'étais avec un gars, ci, ça. J'étais en train de tricoter. J'étais en train de tricoter. Effectivement, c'est vrai. J'étais en train de tricoter. Et là, tu le vois, tricoter. Et toutes les autres sont autour. Puis là, ils jugent. Ah, ouais, ça s'est passé de même. Ah, c'était plate. Ah, c'était le fun. Bof, c'était pas si. Puis là, alors moi, je trouve ça merveilleux comme concept. Ouais, la réalisation est malade, là. Ouais, moi, j'ai trouvé ça vraiment Si vous n'avez jamais vu ça, c'est disponible aussi sur tout.tv si vous voulez vous gâter. Après ça, j'ai voulu aller dans une dernière catégorie qui serait plus les duos d'amitié. Et là, puis j'aurais pu t'en nommer vraiment plusieurs. OK? J'aurais pu te parler de Germain et Denis dans Kilomètre-heure. J'aurais pu te parler de Hélène et Esther dans Rumeur. J'aurais pu reculer puis te parler de Basile et Fabien dans Cré-Basile. De Dodo et Denise dans Moi et l'autre. Oh oui. J'aurais pu t'en trouver 1000, OK? Il y en a plein. Il y en a plein. Mais moi, j'ai choisi pour te parler de duo d'amitié, de te parler de l'émission 4,5. Oh! 4,5. 4,5, là. Ça, je les ai vus. Ça, tu les as vus. Oh, bon. Oui. Ben, c'est culte. Je pense qu'on peut lever ça oui, au nom de culte au Québec. En tout cas, c'est culte pour moi. J'ai vu cette série-là au complet plusieurs fois. D'ailleurs, pendant le confinement, je me suis tapé 4,5 au complet sur YouTube. Ben, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que c'était sur YouTube. J'ai commencé à les réécouter, moi aussi. Puis? Ben, j'aime bien ça. Ah, ça vieillit quand même bien. Ben, je pense que ça vieillit bien parce qu'on reste souvent dans le quotidien, tu sais. C'est ça. À part que ça se passe dans une clinique vétérinaire puis que je connais rien là-dedans, mais tu sais, on reste quand même souvent dans le quotidien, dans les amis, la famille, les problématiques de couple. C'est sûr que c'est un peu comme d'autres choses au niveau des fois de ce qui est dit, de certaines expressions ou façons où un personnage, entre autres, puis tu vas peut-être en parler, mais qui des fois tu fais voir aujourd'hui, on verrait plus ça. Est-ce que tu parles de François Dion? Ben oui, je parle de François Dion. Mais tu sais, c'est ça. Donc, tu vois qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a des sujets qui seraient abordés différemment ou s'il n'y aurait pas ce genre de réplique-là. Mais le fond de l'histoire, effectivement, c'est toujours vrai. Là. Écoute, ça a commencé à jouer en 94, 4,5. Fait que quand on le regarde, il faut le regarder avec des lunettes de 1994, OK? Oui, pas le choix. Pas le choix. De toute façon, on le voit bien dans le look des acteurs aussi. Faut dire que dans la première saison, ils ne sont pas très bons, d'ailleurs, les acteurs, mais ils s'améliorent avec le temps. Alors, si je te parle de 4,5, c'est que je voulais te parler de duo d'amitié. Donc, je vais te parler de François Dion. François Dion, un peu mon éveil sexuel, je dois t'avouer. C'était vraiment mon kick quand j'étais plus jeune. Là, on parle de Serge Postigo. Serge Postigo qui le personnifiait avec, ma foi, brio, avec ses fameux grilled cheese cretons ballonnés, puis son look de gars de construction. Puis, mais il était tellement macho. Tu sais, quand je le réécoute, je suis comme... Dieu. Arc, je voudrais donc bien pas d'un gars de même dans ma vie. Mais dans le fond, il y avait un petit côté givré comme toi tantôt. Oui, c'est ça. Il était sweet. Il y a un petit quelque chose de fun puis fin, là, mais il faisait effectivement des répliques qui se peuvent plus à cette heure. Tu fais, non, on veut plus ça. Et il était le meilleur ami de Louis Martineau, interprété par Robert Brouillette, qui était un des personnages vraiment principaux de la série, qui était le chum d'Isabelle, qui était joué par Isabelle Brossard, et qui, elle, sa meilleure amie, était Maryse, jouée par Linda Johnson. Et ce qui était particulier aussi dans leur dynamique, c'est que Isabelle haïssait pour mourir François et Louis haïssait pour mourir Maryse. Fait que là, comment ça marche ça dans la vie?
Quand tu haïs le meilleur ami de ta blonde, ouais. tu l'aimes pas, puis ou le meilleur ami de ton chum, tu l'aimes pas. Ben puis qu'ils sont tout le temps rendus chez vous, puis que, tu sais, il se passe même des affaires entre eux autres à un moment donné, puis tu sais. Mais ça a toujours bien été, quand même, dans 4 et demi. Des fois, OK, ils se chicanent vraiment, mais encore une fois, je trouve que l'amitié était importante dans cette émission-là. C'était pas juste l'amour. Tu sais, les histoires d'amitié l'étaient. Puis, tu sais, même un moment donné, c'est un litige. Là. Est-ce que Louis va choisir d'aller jouer au hockey avec François ou de passer une soirée d'amoureux avec sa blonde? Là, tu sais, ce qui a l'air complètement niaiseux là, quand on le dit de même, mais tu sais... qui est quand même quelque chose qui a été traité là-dedans. Puis ça, c'est une autre affaire aussi. Est-ce que des fois, on choisit notre conjoint ou notre conjointe au lieu de nos amis? Est-ce que ça a un impact, ça, sur nos relations? Ben, tu sais, ça prend un équilibre, je pense, dans tout, dans ça. Là. Parce que si tu fais trop un ou trop l'autre, je pense que c'est pas bon non plus. Fait que, moi, je pense que tu peux pas juste te concentrer sur ton conjoint ou ta conjointe. Tu sais, c'est important d'avoir des amis. C'est important de pouvoir faire des choses avec tes amis. C'est important aussi de pouvoir en faire des choses avec tes amis sans nécessairement ton conjoint, ta conjointe. Ouais. Mais il faut pas nécessairement que tu abuses. Si tu es tout le temps rendu avec tes chums de gars pour dire de quoi, puis que tu es tout le temps parti ça à go, puis que tu reviens, puis à un moment donné, ça va se tanner. C'est normal. C'est bien normal. C'est bien normal. Mais oui, mais c'est vrai, sinon, je pense que ça important. prend l'équilibre dans tout. Là. Mais oui, effectivement, je pense que ça te prend des bonnes relations d'amitié. Tu peux pas, à mon avis, toujours être avec ta blonde ou ton chum ou tout le temps, collé, tout le temps, on fait tout ensemble. Ah, il y en a qui sont de même. Il y en a qui sont comme ça. Les fusionnels. Mais c'est moins mon genre. Le jour où ils ne sont plus ensemble, c'est triste en tabarouette parce que tes amis sont où, tu sais? Ouais, c'est ça. Quand ça fait 3 ans que tu les ignores. Fait que bref, faut y aller plus dans l'équilibre, je pense. Mais c'est ça, je trouvais que 4,5, ça représentait bien quand même ce côté-là, des fois. Oui, un peu puis tu sais, même si c'est focusé beaucoup sur Louis et Isabelle, le couple principal, mais tu disais un peu tantôt, oui, il y a l'amour, mais c'est beaucoup l'amitié. Je pense que c'est vraiment l'amitié qui est mise au centre de cette émission-là, plus que vraiment l'amour entre les deux personnages principaux. C'est vrai. Hey, on dirait que je vis un rêve d'analyser 4,5 de fond en comble avec toi. Ah, mon Dieu. Vraiment hot. De fond en comble, on ne sait pas, là, parce que d'après moi, on pourrait en parler très, très longtemps. On pourrait faire un spécial 2 heures, 4,5. C'est là qu'on a connu Alain Zouvi, dans le personnage du docteur Constantin. Qui est quand même tout un personnage. Haïr. Et, oui, effectivement. En tout cas, je pourrais vous en parler longuement, mais je vais quand même me retenir. Mais bref, je trouve qu'on a vraiment de belles histoires d'amitié dans la télévision québécoise, puis ça me fait vraiment du bien de me replonger là-dedans, dans cette époque où on est loin de nos amis. Hein, oui, c'est ça. Ben là, il faut le dire, on vit en confinement présentement. Au moment du tournage, en tout cas, on est en zone rouge. Oui, et au moment du tournage, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est la pire région au niveau de la pandémie du Canada. Fait qu'on s'entend, mais soyez sans crainte, on respecte les règles dans le studio actuellement. Tout est fait en sorte que tout est bien désinfecté puis on respecte les règles sanitaires. Mais effectivement, dans ce contexte-là où on voit moins nos gens, où on est moins proches, ben oui, effectivement, l'amitié, on voit que ça prend une autre tournure parce qu'on a besoin de ces contacts-là. Bien, tout à fait. Puis moi, là, quand j'écoute une série, je me sens amie avec les personnages. À chaque fois que je finis l'émission Friends, l'émission américaine Friends, je pleure parce que c'est mes amis, puis je suis en deuil, puis je les verrai plus. À tous les épisodes ou juste le dernier? Non, juste le dernier. Juste le dernier, OK. Parce que j'ai aussi réécouté Friends pendant le confinement. Ah, ça, je l'écoute très régulièrement parce que j'ai 3 filles qui ont un trip Friends au bout. Alors, régulièrement, ils écoutent ça. Puis, ben, moi, je l'écoute un peu par... j'ai pas tout vu les épisodes comme elles, mais j'ai quand même... je le vois souvent. Ben, je viens là, de finir sur Netflix encore une fois, Friends, que j'ai réécouté au complet. Mais c'était moi, dans ce que j'ai écouté récemment, là, Jennifer Aniston, son personnage, vient d'accoucher. Ah, bon, ben t'es rendu même vers la saison fin, 9, là. Saison 9, 10, quasiment 10 même. Pas trop là, dans ce coin-là. Ça va bien. Mais tu sais, pour dire que c'est vrai que j'ai comme un deuil à faire, moi, quand je finis une série, parce que c'est comme si c'était mes amis, puis là, je les verrai plus. Mais on aurait pu, et puis Friends, on aurait pu parler de ça longtemps. Pour l'amitié, hein? Oui, sur l'amitié. Mon épisode préféré, moi, ça demeure quand c'est Joey, celui qui fait comédien. Ouais. Quand Joey va faire une audition pour une pièce en français, parce qu'il a écrit dans son CV artistique qu'il parlait très bien français. Moi, je trouve que c'est un bijou. Parce que tu as Phoebe, là, qui est l'autre personnage qui, elle, parle vraiment français. Et elle lui donne des cours de français, mais lui dit n'importe quoi. Mais il pense qu'il parle français. Mais il est convaincu de parler français et c'est merveilleux. Si vous avez la chance d'aller voir ça sur YouTube, fascinant. Écrivez Friends, Joey, parler français, puis vous allez voir juste les extraits. C'est très drôle. Et c'est très drôle. Hey, c'est ce qui conclut ma chronique à moi. Ben, excellent, ça. On va aller voir de ton côté qu'est-ce que tu nous as préparé. Hey, ben moi, Vanessa... je me suis mis à réfléchir sur l'amitié, puis je me disais,
qu'est-ce que je parlerais bien sur l'amitié? Hein? Parce qu'on s'est dit, on se donne des thèmes, mais on se donne des thèmes qu'on peut aborder de toutes sortes de façons. Alors, puis je trouvais que l'amitié, c'est tellement un terme des fois que je trouve aujourd'hui qui peut être galvaudé avec les réseaux sociaux, avec tout ça. On compte nos likes, on compte nos amis, mais si tu vraiment des amis, si tu pas des amis. Fait que je trouve des fois que c'est galvaudé. Alors, je me suis permis de te sortir la définition de l'amitié. Alors, l'amitié qui est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde pas sur la parenté ou sur l'attrait sexuel. Donc, tu sais, c'est important de se le dire qu'il n'y a pas d'attrait sexuel ou de parenté quand on est des amis. J'ai compris. Et donc, mais c'est des marques d'affection, témoignages de bienveillance. Donc, alors je me suis dit, j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé qu'en 2019, il y a un magazine très sérieux qui s'appelle Sélection du Reader's Digest. Oui, qu'on appelle aussi le Toilette Hebdo. Oui, effectivement. Mais c'est moins populaire comme Toilette Hebdo. Hein. Maintenant, c'est rendu plus le iPhone Hebdo. Oui, souvent, c'est vrai qu'on voit moins ça. Là. On voit moins ça. Mais... Chez mes parents, on était abonnés quand j'étais jeune et en tout cas. Écoute, chez mes parents, il y a encore une pile de sélection à côté dans la salle de salle de bain. Et chez moi, il y en a eu longtemps. Avant que les téléphones arrivent, il y en a eu longtemps. C'est le fun aussi. Moi, je trouvais ça le fun. Ouais. Bref, écoute, la sélection du Reader's Digest en 2019 nous a fait découvrir 20 faits étonnants sur l'amitié qui vont faire en sorte que tu verras peut-être plus tes amis de la même façon. Fait que là, j'ai décidé de vous parler un peu de ça. Bon, parler des 20, c'était peut-être un peu long parce qu'il y en a qui sont redondants, puis il y en a qu'on trouvait, en tout cas, que je trouvais qu'ils n'étaient pas... c'était évident. Bon, on va dire ça comme ça. Tu nous as fait une petite sélection. Fait que j'ai fait une sélection d'une dizaine sur les 20. Du Christian Digest. Et je trouvais que c'était peut-être même... en tout cas, les plus... ceux que je trouvais plus surprenants. Alors, si je te parle de maximum en amitié, tu dirais que c'est combien, ça, un nombre d'amis maximum? Ça ressemble à quoi, ça? Un maximum d'amis qu'on peut avoir dans notre vie? C'est quoi le maximum qu'on peut avoir? Il y a un maximum? Bien, apparemment qu'il y aura un maximum. Ben là, je suis pas au courant. Ah, ben voilà. Alors, écoute, peut-être que tu en flusheras. Alors, le nombre d'amis, là, ça remonterait au temps et aux comportements ancestraux. Donc, c'est Maxiscience qui rapporte que notre cercle d'amis d'aujourd'hui compterait environ 150 amis, soit la taille moyenne des communautés de chasseurs-cueilleurs au 11e siècle. Hein, donc, ça viendrait là de l'amitié des petits villages, des petites communautés, une tribu à ce moment-là. Donc, c'est ça le nombre d'amitiés. Puis même si on sait dans nos 150 amis, mettons, on les côtoie pas nécessairement tous les jours, mais on sait quand même quand est-ce qu'on l'a connu, pourquoi c'est notre ami ou pourquoi c'est notre ami. Donc, c'est vraiment la relation qui nous lie avec les personnes. Oui, parce que c'est quand qu'une personne devient ton ami. C'est quand tu vas au-delà de la connaissance. Ça, c'est un autre... C'était vrai, ça. Quand est-ce qu'on y va au-delà de la connaissance? Quand est-ce qu'on peut dire c'est mon ami? Oui. C'est pas évident, hein? C'est pas évident. J'ai pas pensé à ça dans ma chronique. Mais si l'idée me vient, je t'en reparle. Ouais. Ou peut-être que moi, je dis à plein de monde que lui, c'est mon ami, puis que non, dans le fond. Ben c'est ça, mais en fait, il y a les deux termes, ami et connaissance. Parce qu'effectivement, il y a des gens que tu connais, que c'est des connaissances, que tu peux partager quelque chose avec eux autres, mais que tu ne seras pas nécessairement des amis. Parce que l'amitié, souvent, c'est plus loin un peu. On peut se partager des choses, on peut se confier des affaires, mais tu sais, il y a des choses que je confierais à toi, par exemple, ou que même que je t'ai déjà confié, que je ne confierais pas nécessairement à mon voisin, qui est une connaissance. Ouais, tu vois, genre. Et maintenant, si on parle de vrai maximum, ça peut ressembler à quoi comme vrai maximum, le nombre d'amis, tu penses? Mais là, tu n'as pas dit 150? Oui, mais ça, c'est un maximum. Mettons le vrai, là, parce qu'il y a un vrai maximum. Okay. Parce que le vrai maximum, là, comme nos amis, ça influence notre bonheur, effectivement, mais il y a quand même une limite. Fait qu'on dirait qu'au-delà de 10 amis, il n'y a plus vraiment de différence. Donc, ce qui fait que... OK, d'amis proches. D'amis proches. Fait que, tu sais, probablement que sur tes 150, ben, il y en a peut-être 10 qui sont vraiment des amis plus. Le reste, c'est peut-être plus nos connaissances. Mais là, si on dépasse ça, c'est-tu grave? Est-ce que la police des amis va venir nous voir? Parce que moi, j'ai l'impression que j'ai bien plus que ça, mais... Genre, écoute, moi, si je me marie, c'est sûr que ça va me prendre 25 demoiselles d'honneur, là. Tu comprends? J'ai beaucoup trop d'amis, je pense. Puis moi, est-ce que je pourrais être ta demoiselle d'honneur, tu penses? Oh, j'aimerais être-tu ton garçon d'honneur? Ça pourrait-tu être un garçon d'honneur de fille? Dans une belle robe pêche. Hey, qu'on s'en reparle! Et Vanessa, j'ai appris en lisant ça aussi que les amis, ça avait un prix. Est-ce que tu sais que Jordi
Quadback, des noms fascinants, qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment augmenter votre bonheur ». Dans ce livre-là, on apprend qu'il faudrait recevoir environ 8 775 $ pour compenser le fait que nous n'avons pas d'amis. Alors, ça se compte à peu près à ça. 8 775 $, c'est le prix d'un ami par ami. Donc, avec nos amis, hein, ils parlent de richesse. Alors, si on a une douzaine d'amis, ben, c'est comme si on avait 100 000 $. Ah, mais fictif, là. Je veux dire, on ne peut pas vendre nos ouais, amis c'est comme des bitcoins, mais qu'on ne connaît pas trop. T'sais. Des dollars du bonheur. Des dollars du bonheur. Mais je suis millionnaire dans ce cas. Ben voilà, si tu as tant d'amis que ça, tu disais tantôt. Et les amis, apparemment aussi que c'est un remède pour le rhume. Alors, il y a les puis tu sais, c'est très d'actualité, hein, les virus et le rhume et la grippe ces temps-ci. Alors, écoute, les virus se propagent rapidement. Alors, il y a une étude, selon une étude, avoir des amis nous rendrait 4,2 fois moins susceptibles d'attraper le rhume. Probablement parce que plus on a d'amis, plus on a des contacts, plus il y a des contacts, plus on se partage des affaires, genre des bactéries, alors on stimule notre système immunitaire. Mais avoir des amis nous rendrait moins susceptibles d'avoir le rhume. Mais là, vu qu'on voit personne en ce moment, est-ce qu'on va tout avoir le rhume? C'est pas clair parce que là, on voit qu'il y a moins, même si le rhume devrait commencer actuellement à l'heure où on se parle, il y en a un peu moins parce que, veut pas, on a augmenté beaucoup nos mesures sanitaires depuis quelques mois. Ce qui fait que probablement que ça va jouer aussi sur les infections style la grippe, l'influenza, sur la gastro-entérite, sur ces choses-là. Donc, on a moins de contacts, on a moins de ci, on se lave les mains, et puis savoir quoi en faire, et puis avoir de mains. Mais c'est important de le faire, mais maintenant. Puis donc, on fait ça, on voit moins de gens, etc. Donc, probablement qu'on va avoir moins de bactéries. Et il y a quand même un stress dû au nombre d'amis, hein, parce qu'on parle de l'amitié, ça crée du bonheur, c'est important d'avoir des amis pour être heureux. Mais il y a quand même une étude de l'Université d'Édimbourg qui nous dit que plus on a d'amis sur Facebook, plus on est stressé. Ça a du sens, je pense. Ça a du sens, ça pourrait, parce que peut-être qu'il faut se sentir une pression de plaire à tout ce monde-là, de mettre des affaires qui vont lui plaire ou de lire des choses, ou en tout cas, je ne sais pas trop quoi. Mais c'est peut-être le temps de faire du ménage dans nos réseaux sociaux. Et on apprend aussi que les réseaux sociaux et les téléphones intelligents font partie des 25 sources de stress inutiles. Ça, j'ai pas de misère à te croire. Là. Puis à quel point aussi les médias sociaux, ça fait qu'on se compare à nos amis, tu sais. Effectivement. Puis tout le monde met juste le beau là-dessus. Ben oui. Fait que là, t'es comme, ma vie est bien poche. Moi, je suis pas en voyage. Moi, je suis pas enceinte. Moi, je suis pas en couple. Ma vie est donc bien une marde. Mais non, pas nécessairement. Non, pas nécessairement, parce que si tu mets une salade, regardez la belle salade que j'ai mangée, puis moi, je me sens comme de la marde, j'ai mangé du poulet frit. Donc, je me dis... C'est juste un exemple, ça, là. C'est juste un exemple, mais je me dis, c'est ça. Mais après ça, je fais, non, Vanessa, elle a peut-être posé juste la salade, mais si elle avait élargi l'écran, il y en avait peut-être un poulet à côté. On le sait pas. C'est ça, on le sait pas. Mais toi aussi, je pense que tu es quelqu'un de stressé en amitié. Je pense que tu es quelqu'un qui se met de la pression en amitié. Tu penses ça? Oui, parce que tu me l'as déjà dit. Oui, je te l'ai déjà dit. Parce que tu me dis tout le temps que tu penses que tu es un mauvais ami. En fait, ouais, c'est vrai que je dis ça. Puis, tandis que tu es comme full un bon ami. Moi, ce que je trouve, ce que je me dis tout le temps, quand je dis ça, je pense que je suis pas un bon ami, c'est que j'ai pas tendance à relancer mes amis. C'est ça que c'est dans ce sens-là que je dis. Tu sais, si tu m'interpelles pas ou ça se peut que je sois un bout de temps sans te parler. Puis des fois, je me dis, il faudrait bien que je parle à Vanessa. Ça fait comme 2 semaines que je n'y ai pas dit au moins « Salut, comment ça va? » Mais tu sais, des fois, je me trouve, c'est dans ce sens-là que ça me stresse. Des fois, je me mets une pression de dire, faut pas que j'oublie là, de temps en temps d'écrire à Vanessa. C'est pas toujours à elle de m'écrire parce que là, maintenant, elle va penser que, coudonc, il y a rien que moi qui travaille sur cette amitié-là. Mais moi, je pense tellement pas de même. Là. Moi, je trouve tellement qu'en amitié, on ne calcule pas. Comme en amour, je pense qu'on n'a pas à calculer. Moi, je me dis jamais, je pense que ça fait 12 fois que c'est moi qui écris à Christian salut. Là, il m'a pas écrit salut depuis 2 semaines. Quel mauvais ami. Genre, je me dis vraiment jamais ça. Là. Je le sais bien. Si tu viens me parler parce que tu as l'impression qu'il faut que tu viennes me parler pour rester mon ami, viens pas me parler. Viens me parler parce que ça te tente. Là, t'sais. Ah, là, j'ai compris. Non, mais tu sais. Ça va prendre du temps avant qu'on s'en reparle. Je te parlerai plus. Non, mais tu sais, c'est vrai, je pense vraiment qu'il faut pas calculer. Mettez-vous pas trop la pression en amitié. Non, c'est ça. Ouais, j'ai tendance à me mettre cette pression-là un peu des fois. Je l'avoue, je le nomme. Je vais arrêter de le nommer.
Bon. Et l'amitié, ça nous permet de nous connaître mieux sur nous-mêmes, la connaissance de nous-mêmes, hein, parce que nos amis, ils seraient capables de mieux nous percevoir que même nous. Et c'est des chercheurs de l'Université Concordia à Montréal qui ont fait des études et qui disent qu'à la maternelle, nos amis auraient plus de chances de bien cibler le caractère qu'on a plus que nous, qu'on deviendra à l'âge adulte. Exemple, si à la maternelle, nos jeunes amis nous disent qu'on est jovial, ben il y a plus de chances qu'on soit vraiment jovial dans la vie que si c'est nous-mêmes à 5 ans qui fait « je pense que je suis jovial ». Comme tous les enfants de 5 ans. Comme tous les enfants de 5 ans. Donc, nos amis auraient une meilleure connaissance de nous. Et là, maintenant, un autre aspect, homme-femme, on a parlé un peu à travers ta chronique tantôt. Hein? Est-ce que ça se peut, le fameux amitié homme-femme? Et le sujet du siècle. C'est la grande question. Bien, clairement, moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui, parce qu'on est amis. Moi, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'amis de femmes parce que ça a donné que dans les milieux où je gravitais, que ce soit au travail ou que ce soit dans mes loisirs, à part le hockey, quand j'ai joué au hockey, j'ai joué une période de temps au hockey, là, j'avoue que c'était rien que des gars. T'étais pas avec les filles? Il n'y avait pas de filles. On était rien que des gars. Mais pour le reste, j'ai chanté dans une chorale, j'ai fait du théâtre où il y a beaucoup de femmes aussi qui sont au théâtre. Dans la chorale, il y avait beaucoup de femmes. J'ai fait plein de choses. Au travail, je suis dans un milieu majoritairement féminin. J'ai fait mon cours à l'université. On était 75. Là-dessus, on était 12 gars. Puis on était l'année record à 12 gars sur 75. Donc, j'ai toujours été entouré de femmes. Alors, j'ai eu beaucoup plus d'amis de filles dans ma vie que d'amis garçons. Puis c'est ça. Ben moi, tu vois, j'ai eu beaucoup d'amis gars, par exemple. Tu sais, oui, j'ai mes amis filles très proches là, que je te parlais tantôt. J'ai mes amis de secondaire qui sont en majorité des filles. Mais j'ai aussi beaucoup d'amis gars parce que je pense, entre autres, que moi, contrairement à toi, je suis dans des milieux des fois peut-être plus masculins, mettons, dans les médias. Sinon, l'impro aussi, on ne se le cachera pas que quand même, d'habitude, il y a plus de gars, je pense, que de filles. Quoique, à Dolbeau, on est presque paritaire. Oui, ça s'en vient bien. Mais il y a quand même plus majoritairement des gars. Mais moi, j'ai toujours eu des amis gars. Je pense que ça se peut. Je pense qu'on en est la preuve. Je pense que c'est assez récent dans l'histoire de notre société, dans le sens que, tu sais, dans les années 50, non, là, c'était vraiment mal vu, tu sais, dans la mentalité des gens. Mais je pense que depuis les années peut-être 70, 80, c'est de plus en plus fréquent. Je pense que c'est possible, par exemple, que dans ces amitiés-là, à certains moments, il y ait des questionnements. Genre, je suis proche de cette personne-là. Est-ce que ça pourrait être plus? Est-ce que... Tu sais, ça se peut qu'il y ait une certaine attirance, des fois, dans une amitié. Bien, puis peut-être, ça peut même arriver que l'amitié commence par une attirance, mais qu'après ça, non. Oui, il y a une attirance de un ou de l'autre. Il y a finalement, OK, il n'y aura pas plus que de l'amitié. Et là, finalement, ça demeure de l'amitié. Mais c'est un peu ça, parce que dans une étude qui est de Maxi-Science, il disait que l'amitié homme-femme ne serait pas possible dans un esprit complètement platonique. Donc, ça disait un peu ça là-dessus. Il expliquerait ça par le fait que chacun n'a pas nécessairement la même conception de l'amitié. Et il paraît même qu'une certaine tension sexuelle perdurerait sans que ceux-ci ne s'en rendent compte. Alors, il y a peut-être ça ici, puis on ne le sait pas. Est-ce que tu la sens? Non, on le sait pas. On le sait pas, c'est ça que ça dit. La sentez-vous à la maison? Quelle tension sexuelle! Hey, pas en tout, hein? Ben non, puis écoute, puis finalement, mais il y a quand même énormément d'études qui sont qui vont contre ces notions-là, parce qu'ils disent que ça se peut vraiment, l'amitié homme-femme. Mais c'est parce que ça se peut, puis ça se peut que des fois, ça soit dans des moments différents de notre vie. Ça se peut que tu sois ami avec quelqu'un pendant 8 ans, puis à un moment donné, dans un certain contexte, soudainement, les deux, vous avez une attirance. Tu sais, ça se pourrait, là. C'est pas immuable. Ben, ça se pourrait. Je sais pas. Je pense que les relations évoluent, mais je parle pas de nous, là. Ah, OK, non, OK. Je pensais que tu me faisais un genre de coming out. Non! Non, je parle pas de nous autres, mais tu sais, je veux dire, je dis juste que c'est possible. Hey, tu m'énerves, continue. Tu sais, Vanessa, qui pourrait être ton père. Oui, je sais. Oublie pas. Là, t'exagères, là. Si j'avais commencé de bonne heure, je pourrais. Mais quoi, on a... Ouais, oui, bon, on a 18 ans de différence, donc ça se peut. L'amitié aussi, comme des cousins. Hein? Alors, il y a des études aussi qui démontrent, il y a des chercheurs qui ont démontré que nos amis nous ressemblent au niveau génétique, comme des cousins du 4e degré. Donc, c'est comme si on avait un arrière-grand-parent comme ancêtre qui serait le même personne. Puis il paraîtrait même que grâce à ces ressemblances génétiques-là,
on partagerait le même odorat. Ah. Et ça, je ne comprends pas pourquoi, mais il paraît qu'on sent la même affaire. Ça veut-tu dire que scientifiquement, on pourrait identifier des gens qui pourraient être nos amis de par nos gènes? Mettons une agence de rencontre, d'amitié, où on envoie une goutte de sang. Et là, on matche les gens selon leur gène. Ou peut-être plus, si tu envoies aux gens quelque chose qui sent quelque chose, et les personnes qui le sentent la même affaire, ils font « Ah, eux autres, ils iraient bien ensemble. Hey, on tient de quoi, là? On tient a de quoi? quelque chose. Après Tinder, Renifler. Le sniffer. Le sniffer. Il y a eu le Stifler, là, il y a le sniffer. Oh, wow. Oh my God. Alors, j'achève. Il m'en reste 2. Alors, l'amitié aussi, c'est un modulateur de stress, donc on s'en doute un peu. Donc, nos meilleurs amis avec qui on a traversé les temps, les tempêtes, les problèmes dans notre vie, ils vont toujours être là pour nous aider à gérer notre stress. Quand on vit une grosse angoisse ou qu'on vit quelque chose, quand on vit moins d'angoisse plutôt, c'est meilleur pour la santé. Quand c'est meilleur pour la santé, on vit plus longtemps. Fait que l'amitié, ça fait bien aussi. Et je termine avec un dernier point que j'ai trouvé très drôle et scientifiquement qu'on appelle le cœur chaud. Alors, quand on dit des amis, ça nous réchauffe le cœur. Hein? On dit ça, c'est vrai, c'est vrai. Je pense à mon ami, on dirait que je me sens plus le cœur au chaud, tout ça. Eh bien, il paraît que c'est vrai, vraiment vrai. Donc, il y a des chercheurs californiens qui ont démontré dans une recherche que lorsqu'on lit un message écrit par un ami, il y a des zones neurologiques dans notre cerveau qui s'activent et ce sont les mêmes zones que lorsqu'on tient une pochette chauffante près de soi. Alors oui, nos amitiés nous réchaufferaient vraiment le cœur au sens propre et au sens figuré. C'est beau. C'est beau. Alors, c'était mes points que je voulais partager sur l'amitié. Il est fait un peu plus cocasse qu'on pense peut-être pas. Alors là, maintenant, quand j'aurai froid ou quand tu auras froid, tu vas pouvoir m'écrire « Envoie-moi un message ». Puis là, je vais être réchauffé le cœur par mon message. Ça va être... C'est-tu pas beau? C'est donc bien hot. Non, mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu nous as apporté, des genres de faits plus scientifiques, un peu plus concrets sur l'amitié. De belles réflexions. Et les faits scientifiques, on s'entend que dans Discussion naïve, on prend ce qu'on trouve, mais on vous dit pas on garantit pas que c'est tout vrai. Il n'y a rien de vraiment scientifique jamais. C'est vrai, là. C'est vrai parce qu'on l'a lu dans le Reader's Digest. Mais en même temps, est-ce que c'est tout vrai à 100%? C'est imprimé dans une revue, ça doit être vrai, là. C'est pas comme sur sérieux. Internet. C'est pas comme si sur Facebook, on aurait dit, non, sur Facebook, c'est pas toujours vrai. Excuse. Bon. Alors, Vanessa, est-ce qu'on est rendu au point de nos défis, au moment de nos défis? On serait rendu aux chroniques imposées, mon ami. Je commencerai. Écoute, je te cède la parole parce que ça fait déjà un petit bout, là, moi, que je parle, puis les gens vont être tannés. Mais, hein, hey! Donc, tu m'as demandé de parler de danse en ligne. Oh oui, madame, de danse en ligne. Moi, la danse en ligne, c'est ça, je me dis. La king de la danse en ligne, c'est maintenant moi. À cause de toi, grâce à toi, je ne sais pas comment le présenter. J'ai appris plein d'affaires sur la danse en ligne, mais pour vrai, c'était intéressant. Puis je te remercie pour ça parce que moi, j'ai fait une espèce de voyage dans le temps. Je suis allée vraiment du côté plus historique, si tu veux, de la danse en ligne. OK. De savoir où est-ce que ça vient, depuis combien de temps on fait ça, pourquoi on fait ça. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la danse en ligne, surtout ici au Québec, c'est considéré comme une danse sociale. Donc, pour amener tous les gens ensemble, pour rencontrer des gens aussi. Et c'était aussi pour faire danser les gens qui sont seuls, parce que souvent, il y a beaucoup de danses qui se font à deux. Donc là, les danses en ligne, on n'a pas besoin. Oui, parce qu'on voyait ça. À l'époque, là, maintenant, on voit moins ça, mais à l'époque, il y avait des soirées de danse et tout ça. On voyait souvent ça, les couples. Puis c'était souvent la dame qui viens danser. Et le monsieur, quand elle me tente pas. Fait que là, au lieu de pas danser, ils peuvent danser en ligne. Donc au moins, on danse. Exactement. Puis c'est aussi pour de manière pédagogique. C'est-à-dire, quand on voulait apprendre une danse à des gens, on dansait en ligne parce qu'on avait le professeur qui était en avant puis les autres personnes qui voulaient apprendre la danse qui se mettaient un à côté de l'autre. Puis c'était une manière de faire apprendre les danses aussi. Ça fait très longtemps qu'on danse en ligne. Il y a des danses en ligne qui sont répertoriées depuis aussi longtemps que l'écriture existe. Ça veut dire que c'est dur à dire vraiment dans quelle année ça a commencé. La danse en ligne moderne, comme on la connaît aujourd'hui, on a un petit peu plus d'idées. Mais si on pense, par exemple, à certaines tribus, que ce soit autochtones ou que ce soit dans des pays africains ou quoi que ce soit,
Tu as sûrement déjà vu ça, là, des espèces d'images, d'archives. La danse de la pluie, mettons. Mettons, ces choses-là. Si on veut être cliché. Beaucoup dans les peuplades et dans ce qu'on voit, il y a toujours une danse. Il y a toujours quelque chose qui a un lien avec la danse, souvent. Dans les rites de passage, de la vie à la vie adulte. Il y a souvent une danse qui est associée où il y a des chants, il y a de la danse. Oui, on peut penser même en Nouvelle-Zélande aux fameux haka, qui sont des espèces de danses un peu saccadées, des danses où on va crier fort pour faire peur à l'adversaire. Oui, ça, c'est impressionnant, ça. Oui, vraiment. Oui, c'est vraiment impressionnant. Des fois, même, c'est des mouvements de combat qui étaient répétés par des soldats qui sont devenus des danses en ligne. Donc, ça vient de vraiment très loin, comme tu le constates. J'ai essayé de trouver des informations plus pour la danse au Québec. Là, on va se concentrer plus là-dessus. Parfait. Donc, ça nous vient, en fait, des vieilles danses de type contra ou contra, si tu veux, qui sont des danses qui se dansaient en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, au début des années 1800. Donc, la danse, les danses québécoises, si tu veux, ça vient beaucoup de la manière qu'on dansait aux États-Unis parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes au Québec, au début de la construction du Québec et tout ça, à un certain moment donné dans l'histoire, qui allaient travailler aux États-Unis, qui revenaient. Et aux États-Unis, ça venait de l'Europe parce qu'il y avait des gens qui venaient d'Irlande, par exemple, d'Angleterre, de France, qui immigraient aux États-Unis. Et avec ça, venait leur danse à eux aussi. Et le côté un peu plus country, si tu veux, là, qui vient un peu plus du Sud. Donc, un mélange de toutes sortes de danses qui a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui. D'ailleurs, on voit ça beaucoup dans les films américains, dans le Sud, quand ils rentrent d'un bar. Habituellement, c'est souvent... Il y a beaucoup de country, mais il y a beaucoup de danse souvent qui décolle. Puis, il y a de la danse en ligne. Tu vois que les gens, ça connaît la chorégraphie. Puis, let's go, on décolle. Puis, go, on part, puis on danse. Et voilà. Et là, tu vas voir, je t'ai préparé des petits extraits des extraits sonores. Ça, on aime ça. Ouais. Parce que je te parle tantôt de danse contra. Et ce qui nous en reste aujourd'hui et dans notre passé plus récent, c'est des danses comme dans les années 40 qu'on appelait les strolls. Okay? Peut-être que là, ça te dit rien. Ça me dit quelque chose un peu. Là, je te fais jouer un extrait. Tu peux t'imaginer... oui. Ça te fait probablement penser même à un film. Grease. Exactement. Tears on My c'est Pillow. ça. Pillow. Je savais qu'il y avait Pillow dans le titre. Pillow. De Little Anthony and the Imperials. Dans la scène de Grease, c'est pendant la danse à l'école. Tu sais, il y a comme la télé qui va les filmer. American Bandstand. Je pense que c'est ça. Oui. On voit qu'il connaît son Grease. J'ai pas 50 ans pour rien. Puis, dans en fait, les c'est une strolls, vraie émission American Bandstand qui existait, puis il faisait ça. Oui, voilà, c'est ça. Mais dans ces danses-là, dans ces émissions américaines-là qui ont beaucoup aidé à propager les danses, là, dès le début de la télé, en fait, là, c'est là que les danses ont commencé à se propager là, à travers le monde. Et les strolls, c'est des danses où on va faire 2 lignes, souvent, puis une ligne de gars, une ligne de filles, puis les couples vont se rejoindre dans le milieu, puis là, ils vont passer entre les lignes. Ils font des petits moves. Exactement. Et de ces danses-là est né ce qu'on connaît ici comme étant les 7 carrés. Là, on change de style. Les 7 carrés, en fait, c'est dansé quand même depuis plusieurs années, mais ça a été popularisé, si tu veux, à partir de ces années-là, années 40, années 50, où c'est devenu là, des soirées de sous-sol d'église, où on se fait aller la partenaire. On swing la baquette. Et si vous savez pas de quoi je parle, j'ai un extrait d'un caller qui nous call un 7 carré. Il s'appelle Jean-François Berthiaume. C'est un caller québécois. On va écouter un extrait. On foule au milieu. On foule au milieu. Encore au milieu. Encore au milieu. Face à face avec la compagnie. Je l'ai oublié. On l'a oublié. Main droite à main droite. Grand chêne. Donc, on voit un peu le genre. Il y a un caller. Souvent, même, c'était callé en anglais parce que ça, c'est des danses qui viennent vraiment des États-Unis, qui viennent de l'Irlande, en fait, beaucoup. Un peu aussi de l'Angleterre. Donc, des danses très rythmées qui se dansaient en couple, qui se dansaient à plusieurs, en fait. Pas juste en couple, il fallait être quand même 8. Ça a comme été long. Mais il fallait être 8. Et anecdote,
J'ai déjà cassé le nez d'un homme en faisant un 7 carré. Ben voyons donc, toi. Ça devait être moi le caleur parce que j'en ai calé de temps en temps, pas très souvent. Et j'étais vraiment pas bon, toujours mêlé. Oh mon Dieu, non, c'était pas toi, c'était à Sept-Îles. Dans le temps, il y avait des soirées, des fois, de 7 carrés, puis on apprenait à danser. Puis, tu sais, dans ce genre de soirée-là, tu te ramasses tout le temps avec du monde que tu connais pas parce que tu danses avec tout le monde. Il faut être plusieurs, veux pas. Il faut être plusieurs. Puis, une année, j'ai été matchée avec un gars, puis j'ai fait un mauvais move, puis mon coude, il a pogné le nez, mais genre, il saignait du nez, il fallait tout arrêter. C'était vraiment gênant. Il ne peut plus jamais adresser la parole. Hey, mais danse-t-il encore? C'est ça l'important. Je sais même pas son nom. C'était un total inconnu. Et, il peut bien plus te parler. Tu le connaissais pas anyway. Des sueurs froides. En tout cas. Fait que ça pour dire que les 7 carrés, ces danses-là, étaient vraiment des activités sociales qui étaient souvent faites pour que les gens puissent se rencontrer aussi dans les paroisses, dans nos bonnes vieilles paroisses. Dans nos sous-sols d'église. Dans nos sous-sols et tout ça. Et c'est quand même populaire. Ça se danse encore de nos jours. Mais de temps en temps, un petit 7 carrés, c'est toujours le fun. Ça met de l'ambiance. On peut pas se faire... Si ça part dans un party, dans une soirée, tu peux pas faire autrement qu'il y a une ambiance qui arrive avec ça. C'est vrai, puis c'est souvent dans le temps des fêtes. Oui, effectivement. C'est souvent là, les soirées aussi. Il faut dire qu'on fait moins de soirées dansantes aussi dans les années qu'on vit. Là. Oui, en 2020, je sais, mais même avant ça, oui, ça fait. On a moins d'occasions, peut-être, de danser. Les traditions se sont perdues un peu, mais dans le temps des fêtes, on le voit encore. Oui, c'est vrai, quand même. Sinon, là, on va aller plus vers les années 60 au Québec, qui a eu un phénomène dans les années 60, un phénomène qui me fascine depuis que je suis jeune. C'est le phénomène jeunesse d'aujourd'hui. Oh, que oui, jeunesse d'aujourd'hui. J'adore ça. J'ai écouté un documentaire récemment là-dessus, d'ailleurs, disponible sur Crave, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé, qui était sur la création de musique au Québec dans les années 60, parce que c'était toute une industrie. Là. Puis là, tu sais, t'avais les vedettes, là, Michel Richard, Donald Lautrec, Joël Denis... Donald Pilon, Ginette Renault. Donald Pilon, pas rapport. Ginette Renault, oui. Moi, j'étais dans Deux femmes en or. J'étais pas à bonne place. Mêlé. Mais ça pour dire que cette émission-là amenait beaucoup de monde à regarder la télévision. Bon, dans ce temps-là, il y avait moins de postes, il faut dire. Il y avait moins dans ce temps-là, il y avait pas mal ce poste-là. Puis il y a un autre. Et ça amenait à créer des danses pour attirer, tu sais, en fait, pour que les gens demandent ta toune au jukebox, puis que ta toune joue. Si tu avais une danse, ben, c'était encore bien plus le fun. Mieux. Donc, j'ai un petit extrait ici. C'est Donald Lautrec. Oh! Allez, sneakers, et préparez-vous. Oh, préparez-vous. Il est beau. Dansons le loop et loop. Dansons le loop et loop. Donc ça, c'était le loop des loops, qui est quand même une reprise, on s'en doute, une reprise de Johnny Thunder. Ben, puis ça, c'était à l'époque où vraiment il y avait des reprises en français. Les gens traduisaient des chansons des Beatles, des chansons américaines. C'était quasiment que ça. Là, le Teeny Weeny Binkini, là, celui-là, il l'a eu en français aussi. Oui. C'était des adaptations qu'on appelait. OK, je vais dire adaptation. Souvent écrit sur un coin de table là, d'un snack sur bar. Sur une napkin. Oui, exactement. Puis OK, on s'en va au studio 7 nuits, puis on sort ça demain. Demain, c'est genre, ouais, c'est vraiment ça. Mais quand il y avait une danse qui allait avec, à un moment donné, on a compris que c'était encore mieux. J'ai un autre exemple peut-être plus connu. Le Yaya de Joël Denis, qui est une Qui n'a pas dansé aussi. Le Yaya? Je me le demande. À part, mettons, si t'as 25 ans ou moins, là, ou même 20 ans et moins. Même si peut-être 30 ans et moins. OK, 30 ans et moins. Mais si t'as 30 ans et plus, t'as dansé le Yaya. Ça se peut pas. Le Yaya, qui était une reprise aussi, mais il faut dire que la danse qu'on danse quand on danse le Yaya, elle vient du Québec. Ce serait... Une danse excessivement complexe. Oui, tellement dure. Mais c'est quand même une adaptation, on va dire, québécoise. Parce que bien qu'il y avait des reprises de chansons, il n'y avait pas nécessairement de reprises de danse qui allaient avec ça. Ouais, OK. On y allait quand même d'originalité. Dans le Yaya, quand tu devenais à un certain niveau, tu étais capable de rajouter le petit spin à l'intérieur, le petit 360, et là, tu venais vraiment d'à côté la danse à son maximum. Là, t'impressionnais. Là, écoute, c'est sûr, là, tout le monde était impressionné sur le dance floor. Donc, on a découvert avec ces années-là la danse commerciale qui était très lucrative, qui donnait envie aux gens de demander la toune, qui, en fait, comme là, le Yaya, la danse, ça s'appelle pas un autre nom. Là. Ça s'appelle le Yaya, comme la toune. Fait que tu imagines-tu, côté commercial, comment c'est hot. C'est un marketing vraiment
moi, ça m'éblouit. Je trouve ça incroyable qu'on ait pensé à ça. Et c'est... là, maintenant, on va lâcher un peu ces années-là. On va aller vraiment plus sur la danse country. Parce qu'à partir des années 70, là, c'est devenu plus le country qui était à l'honneur. Et ça, la légende veut que ce soit parti dans les saloons américains où il y avait beaucoup de cowboys solitaires, de lonely cowboys, qui se tenaient au saloon et qui voyaient les couples danser. Mais eux autres aussi, ils voulaient danser, mais ils étaient tout seuls. Fait qu'ils dansaient tout seuls. Ils répétaient les pas, par exemple, d'un cha-cha-cha, tout seul dans un coin du saloon. Fait que les autres cowboys se sont mis à aller les rejoindre. Fait que c'est une affaire de gars. Ça part des cowboys qui n'avaient pas de filles pour danser avec eux autres. Hein? On n'aurait pas dit ça, moi, mais c'est bon. C'est une belle histoire. Il y a ça, puis il y a aussi le fait que à cette époque-là aussi, il y avait, tu sais, par exemple, il y avait des villages miniers, on va dire, où il y avait peut-être moins de femmes. Tu sais, il y avait plus d'hommes, sortaient au bord pareil, voulaient danser pareil, mais là, ils vont pas danser ensemble quand même. Non, là, on était à une époque où tu dansais pas avec un autre homme. On n'était pas dans Brokeback Mountain. Non, on n'était pas là. Fait que là, ils dansaient de manière solo, mais les mêmes pas. Fait que ce serait comme ça que ce serait popularisé, on va dire. Et ici au Québec, dans les années 70, ça s'est vraiment développé. Il s'est mis à avoir pas des conférences, mais des congrès. Des congrès? Oui, des genres de congrès, des happenings, OK. où les profs de danse se rassemblaient. Et parce que là, il n'y avait pas Internet là, pour s'échanger les danses. Là. Fait que là, on se rassemblait dans des congrès. Il y en avait aussi aux États-Unis et tout ça. Et là, les gens pouvaient s'échanger des danses, apprendre des danses et les ramener ici et les amener en région et faire en sorte que tout le monde danse les mêmes danses. Fait que à part la télévision, mettons, qui pouvait amener des danses communes, il y avait aussi tous les cours de danse qui étaient donnés. Oui, parce qu'à l'époque, on pouvait faire des cours de danse. On pouvait à l'époque, on peut encore aujourd'hui, mais c'était populaire. Moi, d'ailleurs, j'en ai pris. J'étais au cégep et j'ai fait des cours de danse sociale. Toi, comme ça. Toi, moi, ça. pas tout seul, mais on était deux, mais j'ai fait des cours de danse sociale. Oui. Une année. Bon. Ben, ça montrerait ça quand on sera en temps où on pourra le faire. Parce que c'est un autre défi de la chronique. Quand tu me dis que tu vas parler de danse en ligne, j'étais comme... C'est parce que les gens me voient même pas. Je peux même pas montrer d'extrait. Je sais pas comment je vais... Ben, vous la voyez pas. Depuis tantôt, elle fait des pas de danse. Ben là, moi, je la vois, j'en ai appris une mais c'est pas très intéressant. C'est aussi bien que ça soit... qu'il n'y ait pas de visuel. Ben non. Hey. Fait que c'est ça. Parlant de visuels, dans les années 70 et 80, il y a beaucoup de films aussi qui sont sortis sur la danse. Saturday Night Fever, Grease, on en a parlé tantôt en 78. Urban Cowboy en 80 avec John Travolta. Donc, c'était beaucoup dans la cinématographie que c'est devenu très, très populaire. Fait qu'on s'est mis à danser beaucoup ça. Et il y a une chanson, je pense, qui a marqué dans le début des années 90 aussi, la danse en ligne. C'était une chanson de Billy Ray Cyrus. Oh yeah! Mais moi, c'est pas lui que je fais entendre, mais bien son équivalent québécois, l'excellent Steph Cars avec le Achy Breaky Dance. Achy Breaky Dance. Pas dansable, ça. Hey, c'est compliqué, ça. C'est difficile. Pour vrai, là, j'ai trouvé un vieil extrait sur YouTube de sa VHS qui nous apprend à danser le Achy Breaky Dance. Là. Puis je pense qu'il y avait comme un genre de poster avec les pas, ça se peut-tu? Oui, dans le livret. Dans le livret, là, il y avait comme les pas. Oui, il y avait ça. C'est pas dansable, c'est vraiment dur. C'est difficile. Pour vrai, il y a un niveau de difficulté. Il y a un autre extrait où il essayait de l'apprendre au VJ à Musique Plus. C'était un désastre. Le gars, il n'était pas capable pas en tout. Il avait les hanches coulées dans le béton. Mais moi, j'ai jamais été capable de danser ça, en tout cas. Mais il y a quand même eu un mouvement. Puis un peu dans les mêmes années, il y a une autre tune aussi pas dansable là, qui est devenue très populaire. Hey! Ah, mon Dieu, ils jouent les deux en même temps. Mon Dieu! Une amateur. Bon, voilà. Oh yeah! Ben ça, c'est parce que c'est excessivement cardio aussi en même temps, celle-là. Ça tape ses nerfs aussi, cette chanson-là. Ça, c'est plus cardio, hein. Mais là, déjà là, moi, j'avais en tête la danse, le super cardio, là, où on saute un peu sur place. Il y en a une là, qui s'appelle genre, je sais pas si c'est Midnight Sunshine ou le Sunshine quelque chose, là. Hey, ça... Non, à un moment donné, je te montrerai ça. Okay. Ben, je la sais pas, là, mais on trouvera une vidéo. Dans un party, moi, quand on est dans les parties, souvent au travail, il y a tout le temps quelqu'un qui demandait ça vers la fin de la veillée. Oui, OK, non, mais je le sais, puis ça soigne en tabarnouche. Ça. Oui, puis ça va de plus en plus vite, je pense. Ça va toujours de plus en plus vite, puis finalement, tu te ramasses que quand ça décolle, il y a à peu près 3-4 personnes, il y a à peu près 5-6 personnes qui commencent, puis 2 qui la finissent. Oui, oui, je sais de quoi tu parles. Ben, il me semble qu'il y a Sunshine là-dedans, au Midnight quelque chose. Mais c'est une autre affaire, ça, les versions des danses. Parce que là, Cotton Eye Joe, OK, j'étais allée faire une recherche, il y avait à peu près 22
vidéos différentes, de danses différentes, selon le pays, selon la région, selon ton niveau là, à laquelle tu es rendu dans la danse en ligne. J'imagine que les gens l'adaptent, ils ont adapté. J'imagine. Mais ce qui est cool aussi, puis ce que j'ai découvert, c'est que de nos jours, là, dans l'ère moderne, les danses en ligne, il y en a plein gratuits sur Internet. Fait que, c'est un peu ça, on va dire, la mondialisation, j'imagine. Oui. Mais tu peux apprendre des danses en ligne de partout dans le monde, puis arriver dans les parties et vraiment impressionner les gens. Oui. Fait que ça reste quelque chose... je pense qu'on va voir ça dans toutes les parties pendant encore plusieurs années. Les parties, bon, peut-être qu'on en a moins, comme je disais tantôt, des parties de danse, mais tu sais, il y en a tout à pareil. Parties du jour de l'an, mariage. Surtout dans le temps des fêtes, effectivement, quand ça arrive, les parties de bureau, il y a souvent une soirée dansante à quelque part avec ça. Oui, puis c'est craquant. Tu sais, moi, j'entends le lasso partir. Peux-tu te dire que je suis sur la piste de danse? Moi, je chiens le move du lasso avec le bras. Moi, j'aime ça. Moi, j'y vais, puis je danse d'autres choses. Hey, gars, je fais qu'entendre ça, là, je suis prête. Check-moi. Check-moi, je me prépare, je me mets en position. Non, mais vous la voyez pas, là, mais là, elle swing la patte, tout est là. Ça part. 3, 2, 1. Bon, imaginez-moi. Ben, écoute, puis ça, j'ai vu récemment... C'est-tu cet automne ou ce printemps? En tout cas, je ne sais pas trop. En direct de l'univers, l'émission En direct de l'univers, il y a eu l'émission de Guylaine Tanguay, qui est une chanteuse country qui vient de Gérardville, ici, pas loin, et qui a beaucoup de familles ici. Et ils ont fait, parce que dans sa famille, elle racontait que ça, le lasso, c'est une danse qui se danse dans tous les parties, puis elles savent tout, etc. Mais ils ont fait venir la madame qui chante. Moi, j'ai fait comme, my God, il y a une vraie madame qui chante. La vraie Colin Carter c'était la vraie. Elle est venue chanter ça. Et pendant ce moment-là, genre la famille de Guylaine Tanguay, toutes des gens d'ici que je connais, ou en tout cas plusieurs que je connais, sont arrivés sur la scène, sur le stage, puis ils se sont mis à danser le lasso. Je trouvais ça super cool. Hot. Mais je trouvais ça hot parce que elle était là. J'étais comme, Colin, c'est elle, la vraie. Je la voyais, la vraie chanteuse. Son seul hit, probablement. Probablement, ou en tout cas, si les autres, on les connaît pas. Ça. Moi, j'ai jamais appris le bout de la fin. Là. Je fais tout le temps semblant. Ce bout-là, je fais semblant, je fais quelques steps. Je fais, hop, le monde tourne là, OK, je tourne là. Moi, après le yaya, j'ai pas mal arrêté. Moi, j'ai atteint mon niveau. Un petit continental, mon Christian. Oui, c'est dans le continental, c'est vrai. Continental, yaya, ça va. Après ça, on dirait que je ne me tente pas d'apprendre la danse mais en ligne. C'est quand même le fun, par exemple. C'est un peu quétaine, c'est vu comme étant un peu quétaine. Mais moi, je danse beaucoup. Quand il y a, en tout cas, dans les parties dansants, les soirées, ça va m'arriver de danser il y a certains moments. Moi, ça me prend une ambiance. J'ai toujours dit, s'il y a une ambiance, le fun, tripante, je vais danser, je vais me laisser aller, puis je vais avoir du plaisir. Quand il y a moins d'ambiance, je vais être moins porté à danser. Et moi, je travaille ici à l'hôpital, ce qu'on appelle le party de l'hôpital, mais qui est un peu plus large temps-ci, mais ça, c'est le gros party du temps des fêtes. Et à ce party-là, j'ai toujours embarqué sur la piste de danse au début, puis sorti à la fin. C'est à peu près la seule place que je dansais non-stop de même. Mais ça va donc bien nous manquer. Mais ça nous manque déjà. Oh, mon Dieu. En tout cas, vive la danse en ligne, il faut s'assumer. C'est bon. Moi, j'aime ça, puis sérieusement, là, s'il y avait un cours qui se donnait, je pense que j'irais. Ben écoute, moi j'ai vu ça à ma TV. Justement, on est dans les studios de la télé du Haut-du-Lac, mais le samedi soir. Ça s'appelle, je pense, Suivez le rythme ou quelque chose comme ça, mais il y a une émission genre à 8h30 où il y a une madame puis qui nous montre des danses de ligne. Écoute, ma fille en a fait une dans le salon l'autre fois chez nous. Mais tu es seule dans le salon? Ah ouais, mais crime, pourquoi pas? Écoute, elle était dans le salon puis elle a appris ça puis elle trouvait ça bien swell. On la salue. On la salue une deuxième fois. Hey, ça conclut ma chronique. Écoute, t'es-tu content? Je trouve que tu as bien relevé le défi de la danse en ligne. Je trouve ça vraiment intéressant de voir ça. Écoute, écoute, on est rendu à parler de rap. Ben oui, toi, après la danse en ligne, après Billy Ray Cyrus et Steph Cars, voici maintenant le rap cab. Alors, tu m'as demandé ça cette semaine, hein, Vanessa. Alors, tu sais bien que comme je suis un peu niaiseux, je me suis dit, le rap, elle parle sûrement pas du rap steak fromage de Subway que j'adore aux épices de Montréal. Elle doit parler plus du rap qui se chante et non pas celui qui se mange. Hey, t'étais bien aimé de pas me préparer une chronique c'est rap poulet bacon parce que je n'aurais pas trouvé drôle. J'y ai pensé, mais je me suis dit, elle me trouvera pas drôle. Non, tu me connais. J'ai dit, je vais préparer une chronique sur le rap québécois. Alors, effectivement, comme on l'a dit tantôt, hein, le rap keb, parce que c'est son petit nom. Alors, c'est vraiment le rap, je suis allé chercher un peu, là, c'est un mouvement culturel, musical qui a pris ses racines là, dans le hip-hop, qui a émergé du hip-hop au début des années 70 dans les ghettos aux États-Unis. Donc, et c'est vraiment caractérisé par une diction rythmée et en rime. Donc, pas mal ça, le rap, hein? Rythmé et rime. Ça va bien ensemble.
Et savais-tu que le mot rap, c'est un rétro-acronyme? Non. Alors moi, j'ai découvert ça. Qu'est-ce que c'était un rétro-acronyme? Donc, un rétro-acronyme, c'est un mot qui n'est pas un mot au départ parce que c'est un acronyme, mais que à la force de le dire, ça devient un mot. Parce que rap, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est rhythm and poetry. Ouais? Donc, rythme et poésie. Rhythm and poetry. Rhythm and poetry. Hey, j'avais jamais entendu ça. Alors, le rap, ça veut dire ça, mais avec les années, le mot rap est devenu un vrai mot. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un rétro-acronyme. Mais c'est pour ça que c'est beaucoup, puis on l'entend quand on écoute du rap, hein, c'est ça, c'est rythmé, c'est des rimes, donc c'est beaucoup de poésie, mais en rythme. Donc, c'est d'où le mot rhythm and poetry. Et c'est le premier rappeur qui a existé, là, on parle d'un type qui s'appelait Herc. Je ne sais pas si c'est H-E-R-C. Herc. Je ne sais pas trop comment le dire. Herc, c'est un peu bizarre. Herc, c'est un peu bizarre, mais ça va être Herc. Donc, lui, au début des années 70, qui est le premier rappeur, beaucoup le rap vient des racines de culture africaine. Donc, parce qu'il y a des chants, les chants scandés par les MCs, donc les Master of Ceremonies, qu'on appelait à l'époque, ça évoque beaucoup les effets du griot. Le griot est un poète et musicien africain qui chronique la vie quotidienne, qui était souvent invité dans les mariages, dans les célébrations, pour vraiment venir faire des trucs, mais de poésie, mais rythmés. Donc, ça vient ce qui se passait pendant le mariage? Sur la vie quotidienne. Comme quelqu'un assis à ton mariage qui est comme « Oh, Christian se lève, s'en va chercher du buffet. Oh, il prend aussi un punch. » Et tout d'un coup, il cogne sur son verre. « Ah non, je dois embrasser mon épouse. » Donc, genre, des choses comme ça. Excuse-moi, Jean-Pierre. Ah non, c'est correct. Mais donc, si on prend au Québec, c'est à peu près dans les années 70 aussi, plus 80, fin 70-80, qu'on a commencé à avoir un peu du rap s'installer. Mais c'est vraiment dans les années 90 où là, il y a eu un essor au niveau du rap québécois. Et c'est le groupe Mouvement Rap francophone qui a été un des premiers. Puis là, je suis un peu... Le MRF. Oui, le MRF, puis là, je suis comme pas prêt dans mon... et voilà. Oui, j'ai un extrait, j'ai des extraits. Toi aussi, t'as préparé oui, je me suis préparé des extraits, mais là, j'avais pas... Désolé, j'avais pas pris mon cellulaire proche. C'est vraiment très improfessionnel. C'est très improfessionnel, mais c'est mon première expérience. Ben oui. Donc, le mouvement rap, c'est ça. Le MRF, avec sa chanson « MRF est arrivé », qui était vraiment une tentative de faire germer la culture hip-hop dans la partie francophone du Canada et au Québec. Et il y a aussi, dans les années 90, le rappeur québécois Casey LMNOP. Yeah. Qui a connu un succès commercial là, quand même avec sa chanson « Ta gueule, ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie ». Ah mon Dieu, oui. Hey, ça. Alors, on écoute ça un peu là, du mouvement rap francophone. MRF est arrivé, ça décolle de même. Je peux pas arrêter. Je peux pas allaiter. Je sais pas, c'est pas clair. On dirait que je me suis pas vraiment... Je peux pas allaiter. On dirait que je me suis pas attardé aux paroles, là, vite de même. Tu m'as déjoué dans ton... Excuse-moi. D'après moi, c'était pas vraiment ça qu'il disait. Mais on pourra faire une analyse des paroles une autre fois. Et on a aussi Casey LMNOP, donc un petit extrait. Vis ta vie, puis reste en vie. Ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. On entend le rythme, la poésie, les rimes. Ça me rappelle des souvenirs. Là. Moi, je connaissais pas... Je connaissais le Casey LMNOP, ça, j'ai entendu ça, mais on dirait que ça me revenait pas, cette chanson-là. Non? Nous autres, on niaisait avec ça. Tu sais, bien, j'étais au primaire. Là, fait que... Ouais, moi, j'étais à l'université. Ta gueule au primaire, là, c'est comme... Ah, c'est vrai. Moi, ça me faisait plus grand-chose, rendu là. Et c'est un peu ça. Et là, en fouillant un petit peu, j'ai trouvé un article, en tout cas, de Urbania Music et Spotify en 2018 qui ont fait un peu... qui nous ont présenté les 10 chansons qui ont marqué le rap québécois depuis à peu près 1997. Alors, je te présente ça, Vanessa, cool. avec quelques extraits au travers. Yeah!
un petit toussage au travers aussi, parce que là, on parle. Donc, selon Urbania Music, Spotify, les 10 chansons qui ont marqué le rap au Québec en 97, c'est arrivé avec l'arrivée du groupe Dubmatic. Oh oui. Donc, Dubmatic avec la pièce Soul Pleureur, qui est, soul dans le sens de pas l'arbre, là, mais soul dans le sens de l'âme, le soul. Oui. Donc, Soul Pleureur, qui était vraiment un des premiers succès commerciaux de rap au Québec, c'est Die Soul, OTMC, DJ Choice, qui représentait un rap québécois encore très influencé par les cousins américains. Et c'est le groupe qui a remporté le premier Félix de l'album Hip Hop en 98. Et on se décolle ça comme petit extrait, sûrement que... juste ça, on le sait. Là. Oh mon Dieu, ça me ramène. Je suis au primaire, chez mon amie Patricia Vachon. Je la salue. Comment pourrais-je oublier les bons moments que nous passâmes ensemble, même s'il nous fallut du temps pour vraiment nous comprendre. Notre histoire débuta bizarrement par une dispute pour développer une amitié dont la force... Alors, on connaît ça. Ça nous dit, tu sais, juste la première intro, les 2-3 premières notes, il y a eu quelque chose là-dedans. Là, c'est purement années 90. Là. Purement années 90. Ensuite, 99, le groupe Musion, qui a été un groupe qui nous a présenté... dans le fond, une chanson qui nous a présenté la communauté haïtienne québécoise au reste de la province du Québec. C'est un hymne très joyeux avec un refrain puissant et revendicateur qui explique l'histoire de l'immigration et les injustices vécues par la communauté haïtienne au Québec. Et c'est une chanson qui a permis à plein de Blancs de chanter des paroles en créole dont ils ignoraient souvent la signification. Alors, je te mets ça à peu près ici, Vanessa, donne-moi une seconde. Ouais, ça disait ça. Fait qu'on est parti. Alors, c'est vraiment créole. Hey, c'est bon. Puis si on va un petit peu plus loin, là, on s'en va à ce qui est un peu plus le refrain. Donc... Ah, c'est bon. J'aime ça. Puis ça amène aussi un côté du rap. On va souvent découvrir justement des cultures puis des mots un peu de slang, des mots de la rue, si tu veux, dans des langues différentes. Ben, c'est un peu ça qu'on fait au niveau du rap. C'est beaucoup la musique de la rue, c'est beaucoup les jeunes, le slang, etc. On va le voir un petit peu plus loin. Et 2000, on continue ça avec Le Connaisseur qui fait une chanson qui s'appelle Sur le Corner. Donc, qui est le premier single de la mythique compilation Montréalité. Qui a aidé vraiment à nous présenter le rap de la rue de Montréal à cette époque-là. Puis c'est vraiment un clip qui est rentré là, vraiment de street rap, qui est rentré là, comme pour la première fois en boucle et en rotation sur Musique Plus. Et je vous fais écouter ça un petit peu. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à ça. De négro, il prend au centre-ville en solo. Mais s'il a 16 ans, facile, c'est juste de friser Tommy et des polos. On parle vraiment de rap de la rue. Ça, je pense que j'avais jamais entendu ça, par contre. Mais ça sonne comme ces années-là. Ouais, moi je connaissais pas celui-là non plus. C'est pas quelque chose que j'avais entendu. Et ensuite de ça, on s'en va en 2002, où là, on a le groupe. En fait, c'est 83, 8-3, 83, je sais pas trop comment. Je pense que c'est 8-3. 8-3, avec la pièce Québec Gold. Ça, c'est un groupe de la rive sud de Québec qui nous parlait de beaucoup de consommation de weed dans sa chanson. Donc, ça parle beaucoup de consommation de cannabis et d'herbe. Et puis, c'est vraiment... ça, c'est le collectif qui est reconnu parce qu'en 2002, ils ont interrompu le gala de la disque. Ça, je me souviens qu'il y a des gens qui avaient interrompu le gala de la disque en 2002. Ben, je ne savais pas que c'était en 2002, mais je me rappelle de cet événement-là. Pour que la catégorie hip-hop, dans le fond, soit mise dans le gala télédiffusé et non pas dans le gala hors d'onde qu'on appelait. Et puis, ça a pris 15 ans avant que ça se réalise. Donc, on parle plus de 2017 où c'est arrivé, mais ça a fini par arriver. Alors, Québec Gold, qui ressemble un peu à ça. Ah, Québec Gold, j'allume le mic comme un spliff. PHC, les pockets sont du gars. Québec Gold, j'allume le mic comme un spliff. O-N-Z-E, jusqu'à temps qu'elle poche. Yeah. C'est qu'on change un peu de la rue de tantôt. Le style plus tantôt était plus sombre un peu. Là, c'est comme un peu plus
plus joyeux, je trouve, même si peut-être, je sais pas, j'ai pas analysé les paroles. Le weed, c'est quand même aussi un thème qui revient souvent dans la musique rap. Il y a beaucoup dans la musique rap de la consommation. Violence aussi, quand on parle de street rap, le gangster rap, donc il y a beaucoup de violence aussi qui est un peu dans ça aussi. Ensuite, 2006, Manu Militari, donc avec Voix de fin. Donc, Voix de fait, qui est une chanson qui a frappé vraiment l'année 2006. Et on a reconnu la qualité de la plume de Manu aussi à ce moment-là. Et puis, qui est venu vraiment rehausser le niveau du rap québécois. Et qui a été un clip là, qui a vraiment été beaucoup diffusé à Musique Plus. Alors, Voix de fait qui ressemble un peu à ça. Mine de rien, je mine tout dehors. Ah ouais. Les Tchétchènes, l'opéra à Moscou. Monte-toi pas, je suis prête à aller jusqu'au. Je m'en rappelle que ça passait à Musique Plus. Ouais, Musique Plus dans le temps qu'on écoute à ça, Musique Plus. Et là, on fait un petit bond et on s'en va en 2010. Et là, je te parle du groupe À la Claire Ensemble, donc qui est un groupe qu'on connaît et qui a vraiment qui a changé le rap keb à tout jamais. C'est ce qu'on dit. À la Claire Ensemble, qui est né du collectif Mauvaise Herbe, dans le fond, qui a fait un album qui s'appelle 499, donc qui ravive la flamme un peu plus du mouvement rap qui commençait à s'essouffler un peu. Il y a des beats un peu déjantés de Ken Lo, Vlooper et Mash. Alors, et ça a vraiment sorti, c'est vraiment le début d'une nouvelle ère du rap au Québec. Et on écoute ça avec leur pièce qui s'appelait à ce moment-là Fuzzy Foss. Le rythme est différent, le beat est différent un peu. Ouais, il y a quelque chose de plus... On rentre plus dans le rap un peu plus moderne. Oui, on ressent vraiment quelque chose d'un peu plus moderne dans celui-là par rapport aux autres. Et puis, tu sais, À la Claire Ensemble, on a beaucoup de hits, là, mais c'est ça que c'était, qu'on connaît. Mettre du respect dans ton bac depuis pas longtemps. Récemment, il y avait une toune sur vraiment... qui faisait... À la Claire Ensemble, si je me trompe pas, c'est ce qui a commencé à rendre le rap plus accessible, un peu peut-être plus grand public. Un peu plus de tunes qu'on entend. C'est ça, plus accessible, je pense que c'est le mot. Et ensuite, je m'en vais en 2012. 2012 avec un groupe qui s'appelait Loud Larry Adjust. Et là, si t'es pas pire, tu vas me dire, il y a le mot loud là-dedans. Ouais. Effectivement, c'est le même loud qu'on connaît, mais qu'on va parler tantôt un petit peu plus loin. Donc, 2012, Loud Larry Adjust, donc dans le fond, avec la chanson Gruyot, qui était la vague du renouveau qui se continue aussi, là, que ça prend de l'expansion avec la sortie de leur album Gullywood. Et puis, ça arrive un peu plus avec l'inspiration rap américain, mais adapté vraiment au slang des jeunes Montréalais. Et puis, c'était pas un retour vraiment au joual, mais vraiment un style de rap là, vraiment plus québécois, mais puis qui ont repris un peu le retard que le rap avait pris sur le rap américain à ce moment-là. Alors, ça ressemble un petit peu à ça, du Gruyot. Un peu techno. Oui, c'est ça. Ben, un peu À la Claire Ensemble, tantôt, je trouve qu'il y avait un peu de techno. Il y avait des ébauches de quelque chose qui ressemble à du techno. Excellent, donc. Loud Larry Adjust. Et là, on s'en va vers 2016 avec un rapper qui s'appelle Enima avec la chanson Blow featuring LKT, THA, Goon and White. J'adore dire les noms des rappeurs. Et ça te va bien. Un jour, il faudra faire une chronique sur qu'est-ce que ça veut dire, tous ces noms-là. Il y a sûrement une signification. Et là, c'est vraiment un éclat un éclat au grand jour du nouveau street rap au Québec. Donc, on découvre vraiment le street rap des quartiers populaires de l'est de l'île de Montréal qu'on avait perdu un peu avec la fin des années 90. Donc, vraiment un nouveau son, mis à jour, inspiré du rap américain, mais aussi de ce qui se fait en France. Donc, mais il y a quand même dans celui-là une bonne partie, en tout cas, il y a beaucoup de violence dans celui-là. Par contre, les paroles fait partie de là, c'est une pub. Oh, excuse. Et voilà, on est-tu mal arrangé notre affaire? Bon, on est-tu pas mal arrangé? Mais je t'en fais écouter un extrait qui ressemble à ça. Blue. C'est pour les parasites qu'on a sorti payback. Ouais, si tu nous payes pas, gros, tu connais la suite. À ma gauche, y'a LK qui t'est White Beretta. À ma droite, Enima. Ouais, gros, surveille ta fiche. Je l'ai fait pour la monnaie, non pas pour les pétasses. Oh oui, hein? Pas pour la monnaie, mais pour les pétasses. Pour les pétasses. Ça rejoint tes valeurs. Bon, mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont-tu penser de moi?
Et ça se trouve drôle en plus. MC Christian. MC Christian. T'as-tu trouvé un nom de rappeur en faisant ta chronique? Non, j'ai pas poussé l'audace jusque-là. 2017, donc là, on s'en vient 2017 avec deux rappeurs, en fait, qui ont marqué l'année 2017 et deux qu'on connaît encore un petit peu plus. C'est vraiment un peu plus proche de nous. Donc, on a parlé tantôt de Loud. Oui. Donc, Loud avec 56K, 56K, qui était, dans le fond, vraiment fraîchement sorti de son aventure avec Loud Larry Adjust. Donc, il a vraiment sorti un nouvel EP là, qui s'appelle New Phone. Donc, un artiste épanoui, une plume légendaire. Donc, 56K a ouvert les portes aussi de la France. Alors, si on oublie genre Camaro et tout ce monde-là, là, c'est vraiment une des premières chansons, un premier hit de rap québécois qui a vraiment été exporté dans la francophonie. Et ça ressemblait à ça, Loud avec 56K. Si tu sais pas c'est quoi, c'est passé le money dance. On a déjoué la police jusqu'au métropolis. Je vous ai servi LRE pour oublier vos problèmes. Un peu de poudre aux yeux. Ouais, c'est bon Loud, j'aime ça. C'est plus smooth aussi un peu. Mais lui aussi, c'est un gars qui nous a amené ça plus grand public, genre on va jouer ça à la radio souvent, Loud. Et on c'était quoi son gros succès? Toutes les femmes savent danser. C'est ça, oui. Qui a joué, qui a tourné incroyablement. Et mon petit dernier pour finir ce top 10 de chansons pour l'histoire, ben, c'est Fouki. Donc, Fouki, un nom qu'on connaît aussi, qui est vraiment sur toutes les lèvres de la jeunesse québécoise, donc, et qui est accompagné, lui, avec le beatmaker qui s'appelle Quiet Mike. Et vraiment, dans la chanson Gaillé, donc qui est une chanson marquante et qui a un rythme de guitare hypnotisant et efficace, qui nous reste dans la tête. Oui, là, ça parle beaucoup de consommation. Oui, là aussi, hein? Oui. On est gaillé, on est braillé, on est batté, on a fumé toute la journée, on est basé. C'est pas mal ça que ça dit. C'est éloquent, ça me touche. Les grands textes, on retrouve Vigneault un peu là-dedans. Hein? Ben, un autre genre de Vigneault, mais écoute, on peut penser que c'est un Vigneault pareil. Donc, effectivement, vraiment quelque chose de différent. Et là, j'ai passé, on aurait pu parler sûrement de plein de personnes, entre autres Loco Locas, que j'ai pas parlé, qui n'était pas dans ce top 10-là de chansons, mais Loco Locas qu'on a connu avec Libérez-nous des libéraux, Bonne Zion avec la toune de Québec-Montréal aussi. Donc, eux autres aussi qui ont quand même popularisé puis rendu ça un peu plus accessible, effectivement. Aussi, ouais. De ce côté-là. Tu aurais pu nous parler de Tactica et Cire Pathétique. Oui, bien, j'en aurais pu. Là, je suis vraiment allé dans ce que j'ai trouvé sur ce Urbania et sur Urbania Musique. On ne peut pas toutes les passer. Mais écoute, on ne peut pas toutes les passer. Mais je pensais 2020, que tu me parlerais de la tribu de Dana. Écoute, j'y ai pensé de parler de la tribu de Dana parce que je me suis dit, c'est du rap, ça. Ben, oui. Moi, je trouve ça très bon, la tribu de Dana. Mais c'est plus... c'est français, c'est breton. Breton, c'est ça. C'est la tribu de Dana, c'est Chose là, qui chante ça. Je m'en rappelle plus, là, mais on va le dire. Là, Mano. Mano, voyons, on était bien pas là. Je l'avais plus là, mais oui, Mano. Mais je pourrais te parler aussi quand même que dans un article que j'ai lu aussi, 2020, là, on surveillait des nouveaux rappeurs quand même. Shriz, Frankie Fade, après ça, Back X White. Ben, c'est ça qu'elle a fait ça. Back X Wash. Mais comme t'essayes, t'es ouvert à oui, je suis ouvert à ça. Mais d'ailleurs, Dawa Mafia et David Campana. Donc, c'est à surveiller. J'ai pas d'extrait, mais c'est à surveiller pour les prochaines années. Mais je ne pouvais pas finir ma chronique, Vanessa, sans te parler de mon top 3 personnel à moi, de rap keb et de chansons québécoises, parce que, je trouve qu'on a parlé beaucoup de gens, on a parlé d'affaires, mais moi, je trouve qu'il manque quelque chose dans ce rap-là et dans cette liste-là. Et je me dis, il y a des gens et des pionniers du rap que s'ils n'avaient pas été là, on ne serait pas rendu à Loud, Fouki et compagnie ces temps-ci. Et je te fais mon top 3. Donc, mon top 3 de ça, et je te commence ça avec les années... Écoute, en 1983, notre grand poète national à cette époque-là qui s'appelle Lucien Francoeur. Lucien Francoeur qui nous a fait le rap à Bel-Air. Alors, on y va avec ça. Le rap à qui? Le rap à quoi?
Le rap à belly! Le rap à belly! Ah, t'as bien raison. Ça, c'est le vrai Non, premier rap ça, là, je veux du dire, Québec. tu peux pas parler de rap, pas parler du rap à belly. Impossible. C'est quelque chose. Écoute, mon top 2, mon deuxième sur mon top 3, la chanson marquante pour moi dans ma vie, un rap qui a marqué mon adolescence et une période de ma vie. Et évidemment, je parle d'une pièce qui a été écrite en 86. Et vraiment, j'étais en plein cœur de mon adolescence, donc j'avais 16 ans à l'époque et c'est un de mes groupes préférés. Alors, ce sera pas long, je vais préparer mon extrait. Il y avait une pub. Donc, écoute, je te fais écouter ça et on parle évidemment de mon groupe préféré qui s'appelle RBO avec Saran Rap. Oh yes, sir. Rappelle-moi donc, c'est quoi? Rappelle-moi. Rappelle-moi donc. Oh. Ton swing and wing de non. Swing and wing non. Ah, écoute, classique. Ça, c'est un classique. Alors, c'était mon numéro 2. Et mon top 1, Vanessa, je m'en voudrais de ne pas te parler de rap et de ne pas te parler d'un grand chanteur qui, quelque part, a fait une tourne de rap dans sa vie. Et là, je suis en train de placer mon extrait pour être sûr d'arriver pas pire. Et je te parle en 1998 d'un artiste peu connu pour son rap, mais plutôt pour ses autres genres de chansons, qui s'appelle Daniel Lavoie. Oui! Est-ce que tu sais qu'on a déjà eu un pape du rap? Le pape du rap, Le pape du rap, donc de Daniel Lavoie. Tout le monde s'en fout. Tellement pas rapport. Ça, c'est tellement un mauvais genre pitch de marketing que son agent a fait. Hey, le rap, c'était à la mode, mon petit Dan. Domatique l'année passée. C'est toi le prochain chanteur hip-hop. Le Félix du hip-hop, c'est toi le prochain. On t'amène un texte. Check bien ça. On a fait rimer pape et rap. et j'ai quand même sur un petit bout de vidéo que j'ai vu Daniel Lavoie qui parle du pape du rap. Et c'est le premier clip, le premier et le seul, ou le premier ou le seul, je sais pas trop, mais le premier clip qu'il a réalisé, et il était très fier de dire que c'était sa meilleure réalisation de clip, avec un clip qui est un peu étrange. C'est quoi le clip? Ah, écoute, il arrive dans un bureau, on se dirait qu'on est dans les années 50, 60, il arrive dans un bureau habillé en rap, il danse pas très bien, le funky rap, il y a du monde. Oui, c'est en noir et blanc. C'est en noir et blanc, écoute, c'est... une grosse calotte. Là. Une grosse calotte, puis des lunettes, puis un gros, le classique, la chaîne de Bessic dans le cou en or. Tellement sketch. C'est vraiment un sketch. Tellement gênant. C'est tellement sketch. Je sais pas s'il a fait encore en show. Hey! Ben écoute, moi, j'ai déjà chanté avec Daniel Lavoie. Je te raconterai ça une autre fois, puis on l'a pas fait. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah oui, avec la chorale. Avec le Grand Cœur, dans lequel j'ai participé il y a longtemps, on a fait un spectacle qui s'appelait Daniel Lavoie et le Grand Cœur. Ah, mais j'ai une question pour toi, Christian, avant que tu termines ta chronique. Ben, ma chronique, elle est pas mal finie de même. Et qu'on change de sujet, là. Oui. Mais est-ce que tu aimes plus le rap maintenant? Ah, écoute, je sais pas si j'aime plus le rap maintenant, mais je suis quand même un peu plus ouvert au rap. C'est bon. Ouais. Fait que t'as aimé mais c'est pas tous les sujets, c'est pas tous les sujets qui viennent m'accrocher dans le rap. Donc, mais non, c'est sûr. Ça me rejoint pas nécessairement dans tous les sujets. Alors, si ça a un bon beat, puis que souvent, je vais aimer ça. Parce que moi, j'aime le beat, la musique. Mais merci de t'être prêté au jeu. Ben écoute, ça m'a fait plaisir. J'ai vraiment aimé préparer ça. J'ai trouvé ça vraiment le fun. Ah, c'est le fun, hein? Bon, j'ai trouvé ça le fun de préparer ça. De confort. Ben écoute, ça terminerait notre premier épisode de Discussion Colin, naïve. ça a bien été? Ça a super bien été. On a bien fait ça. 1h30 de matériel. Colin de Bin, on a bien fait ça. Ben je pense que oui. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'ai déjà hâte de recommencer. Et puis ça va être comme ça à tous nos épisodes. Dans le fond, on va se trouver un thème, on va se donner des défis. Il y aura peut-être d'autres choses aussi. On est en train de peaufiner notre concept. On est en train de penser à... Peut-être qu'on aura des personnages qui seront là éventuellement. Peut-être des petits sketchs. Peut-être des sketchs. Et éventuellement, quand la situation nous le permettra, on aura peut-être des invités aussi. Mais là, présentement, c'est plus difficile avec les mesures. Mais quand ça ira mieux, ben, possiblement qu'il y aura des invités aussi dans notre discussion naïve. Ce serait vraiment trippant. En tout cas, ben, merci. J'ai vraiment aimé ça. Puis je vous invite, les gens, si vous avez aimé ça, si vous avez envie de nous parler de différents sujets, si vous voulez nous proposer des thèmes ou des idées de chroniques, allez voir nos médias sociaux. On a une page Facebook, entre autres. Donc, allez voir ça, écrivez-nous, on veut vous entendre, puis on veut savoir si vous avez écouté notre premier épisode, si vous avez aimé ça, si vous avez des suggestions. Oui, on veut tout entendre, on veut savoir si vous avez aimé ça, pas aimé ça, dites-nous les toutes, on va s'ajuster, puis on va regarder ça, puis on va suivre ça. Absolument. Puis entre-temps, ben écoute, on se dit Vanessa à la prochaine, puis on a bien hâte de se retrouver à notre prochaine.